En moyenne, en bien, pour la conciergerie, ils rapportent entre 300 et 1200 euros de marge par mois. Donc c'est une activité qui est extrêmement lucrative et c'est vraiment le moment de se lancer. En 2013, il y avait 30 000 biens sur Airbnb. Aujourd'hui, on a passé les 1,2 millions de biens sur Airbnb. C'est plus que jamais le moment de se lancer en conciergerie. Pourquoi choisir la conciergerie pour développer ses revenus et avoir un complément ou deuxième revenu? Quelles sont les stratégies pour maximiser la rentabilité? Ou encore, quelles sont les réglementations, conseils et astuces à mettre en place pour que tout se déroule à merveille? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olga et Loïc Cardin. Donc pour la petite anecdote, je connais Loïc et Olga depuis 2017, donc ça fait déjà de nombreuses années. On va tout simplement revenir sur votre rencontre et ensuite sur la genèse de services de conciergerie clé en main, parce qu'aujourd'hui, vous êtes leader en Europe et vous avez une spécificité sur les services de conciergerie. Vous cartonnez actuellement partout en France. Donc je vais laisser peut-être honneur aux dames, Olga, se présenter pour nous expliquer un petit peu ton parcours, qui tu es et comment tu as rencontré Loïc. Ça sera intéressant d'avoir aussi version féminine, yin, versus version masculine, yang, parce qu'à chaque fois, on a tous des interprétations différentes d'une situation, donc avoir les deux points de vue sera incroyable. Donc, salut Olga. Salut Maxence. Déjà, merci beaucoup de nous inviter, c'est un plaisir. Et nous, on se connaît depuis 2017, je crois qu'on s'est rencontrés pour la première fois. À Lisbonne, au Portugal. À Lisbonne, au Portugal, voilà, pour le congrès des infopreneurs. Et je venais de passer en fait ce cap de devenir infopreneur ou entrepreneur sur Internet. Avant, j'étais dans les grands groupes. J'ai fait 10 ans chez L'Oréal, LVMH en marketing. Et après, j'ai découvert le business sur Internet et c'était vraiment une révélation pour moi. Et donc, j'avais lancé d'abord ma propre marque Love Surprise pour aider les hommes à surprendre leurs femmes. J'ai fait ça pendant 3 ans et par la suite, donc, on s'est rencontrés avec Loïc qui était déjà très installé dans l'immobilier depuis de nombreuses années et aussi qui a formé beaucoup de personnes dans l'immobilier. Et on avait vu une opportunité en conciergerie parce que l'immobilier, c'est très bien, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus dur d'investir dans l'IMO. Il y a peut-être 7 ans, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, quasiment 50% de crédits sont refusés. L'IMO, c'est plus le rêve qu'on pensait, devenir rentier, être au bord de la piscine et gagner de l'argent avec ses appartements. C'est quand même beaucoup de travail. Il faut trouver un secteur rentable, il faut trouver un bien, il faut le rénover. Il y a des délais qui sont énormes. Et la conciergerie, on a vu ça vraiment comme une opportunité. Et on s'est dit, c'est le moment de se lancer là-dedans. Pour la première fois, quand 2018, on s'est rencontrés, c'était 2018, parce qu'on tournait dans le même milieu. Pour la petite histoire, on a été vraiment très très potes pendant plusieurs années parce qu'en fait au niveau entrepreneurial c'est vraiment quelqu'un de très brillant et on avait surtout je sais pas des cerveaux qui matchaient très très bien et qui connectaient très très bien. Je sais que dans le off je lui ai filé plusieurs fois des coups de main et l'inverse aussi sur des problématiques, on s'est pas mal aidé à réfléchir et puis en fait on s'est retrouvés tous les deux dans nos vies à avoir à s'être séparés, divorcés à peu près au même moment et puis à un moment ça s'est fait, tu vois. On s'est retrouvés ensemble. D'accord. Alors, je te laisse, Loïc, nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais que tu as fait énormément de choses également. Puis ensuite, on va pouvoir revenir sur cette collaboration et cette association que vous avez réalisée. Vas-y, avec plaisir. Alors, je vais faire court parce que sinon, parce que j'ai quand même entrepris, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et aujourd'hui, j'ai encore, je dirais, dans les business, j'ai encore des magasins physiques, par exemple, en France. J'ai pas fait que de l'Internet. Voilà, j'ai eu une boîte dans les télécoms aussi pendant pas mal d'années que j'ai pu aujourd'hui. Bref, mais en tout cas, j'ai découvert Internet en 2017, janvier 2017, posé la première vidéo sur Internet en janvier 2017. Ça n'a pas très bien marché pour moi la première année, pour être tout à fait transparent, parce que je m'imaginais que quand tu arrives sur Internet, quand tu as eu des gros résultats dans l'IMO, j'avais beaucoup déjà investi. Je me suis dit, j'ai vu tous les gens, enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en parlait à l'époque. Je me suis dit, moi, je vais arriver, tout le monde va vouloir... tout le monde va se dire... J'achète les accompagnements et formations de Loïc. Bon, génial ce qu'il a fait, le gars. J'ai découvert que ça marche pas du tout comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense que vous avez tous croisé, en fait, qui ont eu un petit peu cette idée au début de se dire, je vois les autres ce qu'ils font. Si eux, ils ont ça comme résultat en ayant fait ça par avant,
C'est ça. Ça doit être simple. Et puis après, c'est pas la même réalité. C'est exactement. Donc, j'ai découvert le marketing, etc. en ligne et j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis vraiment pris de passion. Et 2018, explosion pour nous. Je fais le trophée ClickFunnels, qui est un peu, tu sais, le premier, je dirais, le premier pas. Comme tu sais, tu Le dis, trophée ça, à 1 million c'est- ClickFunnels, voilà, c'est si vous connaissez, qu'on en a tous. c'est ça, exactement. Et donc, du coup, je coche cette case. Et après, en fait, professionnalisation, on améliore, on grandit, etc. Quand même un peu plus de 5000 personnes accompagnées sur des formations IMO. Et puis, pendant ce temps-là, donc, Olga, elle avait son propre business, moi, mon propre business. On était juste en train de s'aider un peu mutuellement. Et il y a 2 ans en arrière, j'en ai marre. Ça me saoule, pour être tout à fait franc, de tout ce qu'on fait, en fait, enfin, tout ce que je fais. C'est-à-dire que je vois un espèce de plafond de verre. Je faisais à peu près 3 millions l'année quand même en termes de volume de vente, tout ça, mais plus tout à fait aligné. Tu sais, dans les formations aussi, des fois, peut-être pas assez de gens qui réussissent à mon sens, même si on essaye de mettre tous les efforts qu'on veut. Il y a quand même, il y a un moment, il faut que les gens fassent. Et donc, du coup, je mets un stop en janvier. Alors, comme je suis tout le temps nul en date, en janvier, on va dire, il y a Janvier un peu plus de 2 2023, ans. on va dire. Ouais, très certainement. Je pense que Merci ça doit être Maxence, ça. tu seras notre assistant date. Bravo. Je mets un vrai stop. On lance quelques business avec Olga sur des petits produits, parce qu'en fait, elle avait craqué un code que j'avais jamais craqué de ma vie, qui était le code de faire de l'argent avec des trucs à 50 ou 70 balles, tu vois, en formation. J'ai dit, mais c'est fou, tu vois, et j'étais toujours Oui, admiratif. parce que mon produit phare, c'était 69 €. C'est le Pour chiffre l'offre surprise. érotique. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Quand tu commences à processer ça plusieurs fois par jour et même un paquet de fois par jour, c'est quand même assez cool. Et donc, on s'est lancé sur le marché US avec toutes les difficultés. Pas notre tête, marché américain avec toutes les difficultés que ça peut être, des petits produits à 50, 60, 70 €. Par contre, sur des thématiques qui font mal aux gens, entre guillemets, c'est-à-dire en fait l'amour, le Comment sommeil, rencontrer l'homme de ta vie, comment rencontrer la femme de ta vie, comment être aussi dans les bonnes vibrations pour attirer l'amour à soi. Et ça, c'est un sujet, tout le monde a envie d'acheter ça. Ok. Ça, c'est- Universel dans le monde, ok. Et donc on a quand même pas mal pété parce que c'était du business à abonnement et en fait on touche toujours, j'en sais rien, peut-être 6-7 000 balles par mois de... Encore aujourd'hui, Encore Ouais. aujourd'hui, tu vois. On n'a plus Alors rien, que on n'a aucune personne de l'équipe qui est impliquée là-dedans, mais ça continue à tomber. Ok, Donc, excellent. ça c'est quand même assez cool. Mais on arrive en fait en juillet 2023. Ça y est, j'ai une date, ça y est. Enfin. Juillet 2023, on a justement cette idée, en fait, parce qu'à côté, on gère des Airbnb, on a fait de la conciergerie et on a cette idée de dire, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas quelque chose de différent? Et là, je t'avoue que ça m'excite énormément, moi qui étais un petit peu en quête de sens. Je me dis, vas-y, on peut faire ce truc un peu fou de dire, on va, pourquoi pas, monter le business pour nos clients au lieu de simplement leur expliquer comment faire. Et en fait, au début, je dis, bon, on verra vers octobre. Et c'est Olga qui me dit, non, mais faisons-le la semaine prochaine. Et, On était à Bali en vacances. c'est ça. Et du coup, à Bali, en vacances, ça s'est transformé en... on a bossé comme des dingues pour 10 jours plus tard faire un petit webinaire. Et succès de dingue immédiat, mais avec tout ce que ça a pu comporter comme problématique, évidemment, parce que c'est encore différent de faire ça pour des gens plutôt que de le faire pour toi, quoi. Le niveau d'exigence, là, il monte encore à x10, quoi. En fait, la nouveauté qu'on a introduite, c'est vraiment de créer la conciergerie immobilière pour les personnes vraiment de A à Z et mettre leurs premiers clients dedans. Donc, c'était ça vraiment qui différenciait de toutes les formations parce qu'ils ont déjà une boîte qui tourne et les clients qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est inédit et ça n'existe dans aucun autre domaine. Par exemple, il n'y a personne qui fait ça pour des restaurants ou pour des laveries. Donc, on a décidé de faire ça pour la conciergerie parce que ça avait encore plus de sens pour la conciergerie. Parce que, en fait, quand on a fait une formation, par exemple, en conciergerie, et quand on va chercher les premiers clients, les propriétaires, ils ont du mal à faire confiance à une société qui vient de se créer, qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'avis, qui n'a pas d'expérience. Et en fait, là, d'avoir déjà une boîte qui est prête à l'emploi, où il y a déjà les premiers clients, c'est un start énorme. Et en fait, ça leur permet après de développer beaucoup plus facilement parce qu'ils ont déjà ce premier socle qui est le plus important, qui est les premiers clients. Merci à vous. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, et je pense que c'est un très bon pivot que vous avez réalisé. Donc, vous avez connu, comme moi, la vente de formation en ligne. Ensuite, je dirais à peu près vers 2020 a eu lieu plutôt la migration vers les accompagnements. Et aujourd'hui, on est plus dans un business model done for you, donc Exactement. Clé en main. Et je dis ça parce que moi-même, j'ai pivoté mon entreprise, c'était en 2021-2022, donc je réalise quasiment que du done for you, ce qui est
évidemment, enlève une zone de douleur assez énorme au prospect et se dit enfin, je vais avoir des résultats puisque on le fait pour vous. Donc, vous êtes des créatifs, on l'a vu tout de suite avec ce démarrage de ce podcast. Comment vous êtes dit, let's go, j'y vais, parce que comme vous êtes des créatifs, j'imagine que vous avez énormément d'idées chaque semaine à mettre Surtout en place. Loïc. Voilà. Une idée à la Donc, du seconde. coup, vous étiez en vacances à Bali, on passe le pas, vous êtes en même temps en couple, on sait que c'est pas forcément évident de s'associer et encore plus en couple parce que après ça peut être à engendrer potentiellement des difficultés. Le Done for You, c'est encore un niveau au-dessus, donc expliquez-nous comment vous êtes dit on met ça en place et ensuite qu'est-ce qui vous distingue service de conciergerie Cardin des autres services de conciergerie qu'on pourrait peut-être retrouver en France ou un peu partout dans le monde. Écoute, comment on a dit on y va, c'est parce que justement, on a proposé cette offre. Donc, on était en vacances à Bali. On s'est dit, on va proposer cette opportunité à l'audience de Loïc, parce qu'il avait quand même une très grosse audience de personnes qui le suivaient pour l'immobilier, en leur disant, tu galères avec l'immobilier, je comprends, c'est pas évident. La conciergerie, c'est vraiment une opportunité parce que t'as pas besoin d'acheter des biens et en fait, tu t'enrichis avec les biens des autres sans devoir les acheter. Et en plus, donc nous, on fait la conciergerie pas comme les autres. Et on peut tout faire pour toi, donc c'est-à-dire que vraiment te donner une boîte clé en l'emploi parfaitement prête déjà, qui génère déjà des revenus. Et c'était un succès fou. Donc, premier webinaire, pour mettre dans le contexte, 500 inscrits, 300 inscrits, 1000 inscrits. On était à 3000, un petit peu plus de 3000 inscrits. C'est ça. Donc 3000 inscrits, tu faisais déjà des webinaires à 3000 inscrits ou là déjà d'entrée? Oui, c'était à peu près... t'as pas vu plus d'engouement jusqu'à... Voilà, donc pour le webinaire, 3000 inscrits, ok. Voilà. Ouais, et en fait, pour la petite histoire, si tu veux, j'avais pas envie de repartir dans des choses où on avait 50 closers avec tout ce qu'on a pu faire. Je voulais faire un truc plus simple. Donc, j'ai fait un truc, on a fait 13 heures d'anti-vente. On a vendu les appels pendant ce call en disant écoutez, on fait un truc là, c'est vraiment cool pour tout le monde, mais on veut que des gens sérieux, que des gens vraiment intéressés. Donc, mets 400 € pour nous parler et après, on verra. Tu vois. Et on s'est vraiment payé le culot de faire ça. Et en réalité, le succès, ça a presque, je vais pas dire que ça a accentué, mais en tout cas, l'engouement, on a fait autant de calls que ce qu'on faisait d'habitude en faisant du call gratuit. Donc, donc vous disiez aux gens, si vraiment vous êtes intéressé pour en savoir plus, déposez un acompte de 400 €. C'est ça. Et ensuite, on va voir si on peut réellement vous accompagner. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. C'est ça. Et donc voilà, donc on s'attendait peut-être à avoir 5-6 conciergeries, et là on en a eu 50. De réserver. Et là, on s'est dit, Tu t'es dit, ok, produit market fit. Mais par contre, comment on le fait maintenant ? Comment on fait maintenant ? Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on avait cette promesse, on savait à peu près comment on allait y arriver, mais on s'attendait pas à autant de conciergerie à créer. Ouais, t'as un tel engouement d'entrée de jeu, je comprends. Exactement. Parce qu'en termes de nombre d'appartements, de contrats à chasser pour nos clients, ça représentait 150 contrats. Et on avait fait une promesse où dans 90 jours, on va vous les donner, vous les livrez, et c'est parti. Tu vois, et on ne l'avait pas encore fait. Sur le papier, on avait à peu près l'idée. Mais t'avais le plan, mais c'est juste qu'on sait qu'il y a une immense différence entre le plan et l'exécution du plan. C'est ça. Exactement. Mais surtout dans les délais impartis, parce que... les 90 jours, on sait en plus qu'en France, c'est lent, les choses en plus. Et puis pour la petite histoire, j'avais dit 60 au départ. Et au bout de 2 ou 3 jours, on voyait qu'on vendait quand même très bien. On est monté à 90. On a dit, c'est plus sage. Ok, donc et là, tu as évoqué donc 150 biens, puisque pour 50 personnes, vous prévoyez 3 biens déjà d'entrée de jeu. Ouais, en moyenne, d'accord. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, c'était un grand défi. Et en termes d'équipe, nous étions que 4-5 personnes dans l'équipe. Et on s'est dit, là, il faut recruter. Donc déjà, première étape, on a mis une annonce en disant, on cherche une RH pour recruter 100 personnes en moins d'un mois. Donc il fallait des apparts, mais il fallait autant de femmes de ménage quasiment. Ouais. Tu vois, puisqu'on avait dit, on te met aussi la femme de ménage avec, c'est normal. qui est quand même la première douleur pour tout le monde en Airbnb de trouver des femmes de ménage de qualité, quoi. Ouais, fiables et qui réalisent le travail. Ok, je comprends. C'est ça. Et donc, du coup, on a posté cette annonce pour les RH. Tous les RH, ils nous ont envoyé bouler, clairement, parce qu'ils ont dit, c'est pas possible. En fait, là, ce que vous demandez, c'est impossible. Ils ont dit oui, mais pas en 30 jours, en un an. C'est exactement ça. Et là, on s'est dit, ok, on va devoir faire ça nous-mêmes. Et
tout ce qu'on a fait, on l'a fait nous-mêmes. Donc, on a chassé les 150 biens en un mois. On a trouvé tous ces femmes de ménage. On a trouvé les équipes et on est monté très, très vite. Là, aujourd'hui, on a 73 personnes dans les équipes et on est monté très, très vite à ce chiffre quasiment en quelques mois. Et l'autre challenge, si on remet dans le contexte, en plus, j'imagine que c'était dispersé un petit peu partout en France. Exactement. La promesse était n'importe où en France, évidemment. C'était pas juste uniquement Côte d'Azur, région parisienne, donc ça ajoute encore une complexité additionnelle. Un tout petit peu de choses, c'est que toutes ces premières conciergeries qu'on a vendues, il n'y en a pas une sur laquelle on a été rentable. On a perdu de l'argent sur chacune de toutes ces conciergeries qu'on a vendues parce que le prix n'était pas au bon prix. Enfin, tu sais, c'est normal, tu n'as pas du tout de recul nécessaire sur tous les coûts. Et sur un infoproduit ou une formation, tu vends d'avance. Bon, bah, tu sais que tu te trompes pas trop sur ton prix de revient puisque tu enregistres une fois. Quand tu commences à monter des boîtes pour les gens et vraiment en faisant tout, c'est-à-dire que même on monte la société. Aujourd'hui, la structure, elle est même montée par des équipes internes chez nous. Enfin, tout est, on a un service juridique, on a tout ce qu'il faut du début jusqu'à la fin. Donc la promesse, faut la délivrer, quoi, c'est ça. Et comme il y avait beaucoup d'aspects en fait, parce que quand tu mets un bien, par exemple sur Airbnb, il y a énormément d'aspects à améliorer parce qu'on ne peut pas juste prendre un bien tel quel et le gérer tel quel. Et nous, on a tout un service de décoration d'intérieur, par exemple, home staging, donc qui permet de mettre les biens en avant. On a tout un service d'automatisation aussi qui va mettre en place les channel managers, les boîtes à clés, etc. Donc en fait, on a plusieurs boîtes dans une boîte parce qu'on a un service de décoration, on a un service de réponse aux messages voyageurs, on a un service des coordinateurs, donc c'est les personnes qui vont se déplacer dans le logement pour les préparer. Et en fait, toutes ces boîtes, en fait, il fallait les gérer comme si c'était une boîte à part entière avec les managers, avec les personnes compétentes à l'intérieur. Et c'est vrai que la première année, on va dire, on n'est pas sorti de chez nous. Donc personne nous a 15 heures par jour, parce que je vous ai vu rapidement, c'était en février 2024, si vous vous en souvenez, et vous me disiez que vous travailliez énormément, et que vous voyez très peu d'entrepreneurs ici, parce que vous deviez délivrer tout ce que vous aviez promis. C'est ça, on revient un peu là. Voilà. Ça fait plaisir. On a livré tout ce qu'on a promis. Toutes les conciergeries ont été livrées avec la qualité en temps et en heure. La boîte est vraiment processée. Il y a des process pour tout aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes rentable quand vous vendez un service de conciergerie. C'est plus du bénévolat. Donc, pour remettre dans le contexte, pourquoi vous avez choisi ce business model et quels étaient réellement les défis auxquels les différents investisseurs immobiliers étaient confrontés, puisque effectivement, donc, pour remettre dans le contexte, donc moi j'ai 6 biens immobiliers en Estonie, donc un qui est en location courte durée, forcément la personne qui s'en occupe bénéficie d'un revenu additionnel juste avec ce bien, et j'ai une villa aussi au Costa Rica, et pareil, là, comme c'est des montants un peu plus importants, je regardais le service de conciergerie gagne en moyenne à peu près $20,000 par an, donc 1500 par mois, donc quand j'ai vu un petit peu ce que vous faites, c'est clair que c'est extraordinaire pour les personnes qui achètent un service de conciergerie clé en main. Et en plus, il y a cet aspect récurrent, mois après mois, année après année. Quels étaient les grands défis des investisseurs, les taux d'intérêt, ou alors peut-être les locataires qui ne payent pas, ou le financement? Je vous laisse un petit peu nous partager tout ça et ensuite nous expliquer pourquoi ce business model clé en main. En fait, c'est vrai que pour les investisseurs aujourd'hui, depuis on va dire 3 ans à peu près en arrière. Depuis 2022. Ouais, c'est ça. Ouais. La France a beaucoup, et pas que la France, le monde de toute façon a monté les taux d'intérêt, etc. Mais en France, il y a un truc qui est toujours particulier sur le marché immobilier, c'est que tu as toujours ce bras de fer qui se fait où tu as plein d'endroits, les prix baissent, c'est comme ça. Ouais. Mais en France, tu sais pas pourquoi, les taux montent, etc. Mais les prix baissent pas vraiment. Les prix baissent pas. Ouais. Le volume de vente, lui, va dégringoler énormément, donc ça fait mal aux agents immobiliers, ça fait mal aux notaires, ça fait mal à tous ces services, mais t'as beau diviser par 2 le volume, c'est très difficile quand même de baisser le prix. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, moi j'ai gagné mon indépendance financière vraiment avec l'immobilier. J'ai acheté une 50aine de biens immobiliers quand même dans ma vie, un petit peu moins, mais 48 très exactement. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, j'ai fait ça dans un contexte qui n'était pas le contexte d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me voyais plus vendre des formations pour dire, hey, regardez, faites de l'IMO, parce que pour moi j'étais plus aligné, parce que pour moi la réelle indépendance financière, elle était
beaucoup plus compliqué à avoir là en allant soulever du crédit, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus d'apports, beaucoup plus de tout ça. Et donc ça, c'était le premier constat un petit peu. Et le deuxième constat, c'est que nous, effectivement, sur nos biens immobiliers, on a galéré avec les conciergeries, clairement. Le service, clairement, il était à chier de beaucoup de gens. J'attaque personne quand je dis ça, mais clairement, je ne sais pas combien de fois on a changé, combien de fois on a essayé. Et à un moment, on a dit, mais en fait, les méthodes, on les a expliquées, on a formé 5000 personnes à faire ça. En fait, on va juste le faire. Et on l'a fait pour nous avant tout. Et finalement, une fois qu'on l'a fait pour nous, on a dit, ça va, c'est pas si dur quand tu le fais bien pour toi. Donc, faisons-le pour les autres, pourquoi pas, quoi, effectivement. Et toi, Olga, tu avais vu le même constat. Donc, oui, tout à fait. Aussi à... oui. On galère nous-mêmes. Souvent, on répond à un propre besoin de soi pour ensuite le véhiculer au plus grand nombre. J'ai une mini-anecdote là-dessus. C'est qu'Olga m'a même fait ouvrir les yeux. Parce que moi, tu sais, comme j'ai fait de l'immobilier depuis très jeune, 20 ans en gros, premier investissement immobilier, je me rendais pas compte de la difficulté réelle. En fait, je pense que c'était l'immobilier. J'avais oublié, tu vois, ce que c'était. Parce que c'est tellement, tu sais, quand tu fais un truc depuis longtemps. Et en fait, Olga s'est lancé quand même dans l'investissement immo aussi. Et enfin, je pense que tu peux en parler en deux mots. Mais toi, t'as quand même beaucoup plus galéré et tu m'as fait ouvrir les yeux sur le fait que c'est vrai que quand tout n'est pas full aligné comme moi ça l'a été, des fois ça peut être quand même un peu plus compliqué. Moi j'ai eu pas mal de galères, surtout avec les travaux. Là, je me suis fait avoir vraiment sur les travaux, sur mon bien immobilier. Et c'est là où j'ai vu que en fait, cette vente de rêve devient rentier et tout va être super pour toi. C'est quand même loin de réalité parce que en fait, il faut taffer, quoi. Il faut travailler, et il faut avoir des compétences. Et aussi dans la conciergerie, quand on a vu vraiment, je crois qu'on a changé 12 ou 13 conciergeries différentes. Et à chaque fois, c'était une catastrophe en termes de ménage. C'était à chaque fois vraiment très très mal fait, c'était géré en mode usine et il n'y avait vraiment pas de proximité aussi, et on trouvait qu'il n'y avait pas ce côté rapport gagnant-gagnant avec le propriétaire, c'est-à-dire que la conciergerie, on avait l'impression que c'était opaque, les commissions, on ne voyait pas où ça allait, il n'y a pas de transparence, etc. Et c'est ça qu'on a voulu nous changer dans notre manière de gérer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos conciergeries, tout est transparent. Donc, c'est le propriétaire qui reste propriétaire de son annonce, c'est lui qui encaisse. Donc ça, c'est très différent de la manière classique des conciergeries à gérer. Et nous, on facture juste à la fin du mois, mais le propriétaire, il reste vraiment le maître de tout et c'est son annonce, c'est son bien. Et on est là, en fait, en tant que gestionnaire. Et ça, cette manière, elle plaît beaucoup aux propriétaires. Et en fait, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut signer des contrats avec plus d'engagement, avec quand même des contrats qu'on fait signer aujourd'hui. C'est des contrats en béton de 29 pages, faits par plusieurs avocats. Et si les propriétaires signent ça, c'est qu'ils voient des avantages quand même de cette gestion transparente et ouverte qu'on offre aujourd'hui. Sur Airbnb Booking, c'est sur le compte du propriétaire et c'est le propriétaire qui reverse la commission au service de conciergerie. Alors, il y a deux choses à ça. Il y a une, parce qu'en France, il y a une certaine, il y a une certaine réglementation qui fait qu'aussi, il y a des cartes de gestion professionnelles, etc. Si tu encaisses directement, besoin de compte séquestre, etc. Donc, déjà, pour nos membres, ça n'aurait pas été le plus simple pour se lancer au départ de devoir faire ces demandes de compte séquestre. Il faut bloquer énormément d'argent, etc. Et aussi de deux, parce que Airbnb et Booking ont beaucoup évolué depuis à peu près, je dirais, 1 an. Ils ont ajouté énormément d'IA dans leur algorithme. Et aujourd'hui, par exemple, quand tu n'es pas propriétaire de ton annonce en tant que propriétaire d'un bien, c'est très dangereux parce que si demain ta conciergerie elle arrête, qu'elle ne supprime pas ton annonce, c'est terminé, tu feras plus jamais d'Airbnb. Tu vas être obligé de la signer. Parce qu'aujourd'hui, Airbnb a une détection des doublons qui est juste dinguissime et il détecte ultra bien les doublons. Et si un compte a décidé de ne pas supprimer une annonce, toi, tu recrées rien. Tu peux pas. C'est dingue. Oui, parce qu'avant, on pouvait tricher, on pouvait mettre les photos différentes, avec en filtre, la description complètement différente, mais l'adresse, tu peux pas la changer. Et l'IA détecte très très bien que c'est exactement le même bien, le même logement. Avant, on avait des hacks pour l'adresse, ça marchait. Tu mettais premier étage, par exemple, ou tu rajoutais un petit truc. Ça, c'est mort. Ça ne marche plus. Ça fonctionne plus. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes des investisseurs qui se lancent dans la courte durée? Qu'est-ce que vous voyez globalement? S'il y a un petit top 3, je te laisse tout nous dire. Le top 1, vraiment, des gens que j'ai vus, surtout quand ils achètent un logement, c'est de se dire... de toute façon, c'est pas grave, parce qu'en fait, pour moi, il y a un seul moment où tu gagnes de l'argent en immobilier, c'est à l'achat. C'est-à-dire qu'en fait, si tu achètes bien, que tu fasses du Airbnb derrière, que tu le loues à l'année, que tu le revendes, tout se passera bien pour toi. Mais si tu achètes mal,
tout sera compliqué en fait derrière. Et beaucoup d'investisseurs en fait achètent mal en se disant c'est pas grave parce que je vais faire du Airbnb. Et ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas réglé. Pour moi, il y a trois éléments essentiels. Premier élément quand tu achètes, c'est de te dire est-ce que je suis 10-20% en dessous du marché, en tout cas en dessous du marché, quoi qu'il se passe, au moins absorber mes frais, etc. Est-ce que je suis rentable à l'année, si demain je le mets à l'année, est-ce que ça en paye location mon longue crédit, durée? voilà, longue durée. Et ensuite, troisième point, est-ce que finalement je suis aussi rentable en Airbnb, et à partir de là, normalement, ça va très bien se passer pour toi. Mais le problème, c'est que les gens souvent occultent 1, 2, voire 3 points et ils arrivent juste en se disant ça va, comme c'est du Airbnb, ça ira. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois souvent. Et ça, ce qui est dur, c'est que c'est très difficile à rattraper parce que toujours, quand tu veux acheter un bien, tout le monde veut vendre beaucoup trop cher. Par contre, au moment où tu veux vendre, personne ne va acheter à ton prix. Donc, tu as toujours l'impression d'être du mauvais côté de la barrière quand tu fais de l'IMO. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le truc numéro 1 sur lequel les gens doivent faire le plus attention. Est-ce que tu veux rajouter une erreur que tu vois régulièrement? Peut-être un conciergerie, parce que Oui. ça, c'est pour l'investisseur qui veulent être propriétaire. Mais pour les conciergeries, les erreurs les plus fréquentes qu'on voit, c'est vraiment des personnes qui se créent un deuxième job avec leur conciergerie. Et ça, c'est quelque chose, on se bat tous les jours contre ça, parce qu'on a beaucoup d'amis qui font de la conciergerie encore de la manière archaïque, traditionnelle, en mode d'avant le dinosaure, Voilà, c'est ça. avant de vous rencontrer. Ouais, je comprends. Exactement. Et en fait, qui vont se déplacer à chaque petite chose, à 4 heures du matin, s'il y a un chauffe-eau qui a pété, qui vont y aller, etc. Nous, comme on fait de la conciergerie de manière complètement automatisée, donc nous, ce qu'on dit à nos membres, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de se déplacer dans les biens. On a des outils pour, on a des stratégies pour, et on ne va pas devenir esclave de notre conciergerie, parce que si on devient esclave de notre conciergerie, déjà, on sera dégoûté de ce métier, et en plus, on sera obligé de gérer les biens qui sont uniquement dans notre secteur, dans notre quartier, et on ne va pas pouvoir avoir une expansion nationale, à gérer les biens partout en France. Et ça, c'est l'erreur qu'on voit tout le temps chez les gens qui se lancent, qui se disent en fait, je suis une conciergerie, donc je dois tout le temps venir, être là, alors qu'il y a des outils pour ne jamais se déplacer dans les lieux. Alors, j'ajoute un tout petit truc là-dessus, parce que ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de gens, le fait de dire, mais nous, aujourd'hui, on livre minimum le premier bien en conciergerie à nos membres. Et quand on livre ce bien, moi, la recommandation que j'ai, je leur dis, prends ça comme un bac à sable, prends-le loin de chez toi. En fait, pour apprendre le mieux possible, parce que en fait, si tu as géré un logement à 200, 300, 400 km, alors c'est pas une obligation. Si tu habites à Nantes, prends un bien à La Rochelle, par exemple. Exactement. Et là, en fait, tu auras toutes les bonnes habitudes qui seront là tout de suite, parce qu'en fait, c'est contre-intuitif pour notre cerveau. Je veux dire, la première fois où, je sais pas, les clés sont pas remis dans la boîte à clés par un voyageur, forcément, tu vas monter dans ta voiture, tu vas y aller, tu vas aller mettre ton double. Et en fait, ça te permettra jamais de faire exploser vraiment, de monter, j'en sais rien, à 50, 100 biens en gestion et d'avoir vraiment des très gros revenus. C'est très compliqué et voire impossible pour les gens. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais une fois que tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, c'est complètement logique et ça semble complètement la base. Mais t'en parles avec la plupart des gens à qui on a expliqué qu'on allait faire qu'on faisait de la conciergerie de cette manière et qui font de la conciergerie depuis longtemps. À chaque fois, ils nous disent n'importe quoi, impossible. Mais on adore quand on dit impossible, on dit on va le faire 2 fois et on va prendre des photos, on va te les envoyer pour prouver que tout est possible. Maintenant, j'aimerais que vous nous partagiez, est-ce qu'il y a des villes particulières plus propices? Est-ce que vous avez des critères en disant ville inférieure à 50 000 habitants, par exemple? Je viens de Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, et j'ai grandi dans un petit village, mais est-ce qu'une ville comme Chalon-sur-Saône, vous avez déjà expérimenté des services de conciergerie? Et quels sont les critères que vous donnez pour pouvoir être sûr que ça va fonctionner sur le long terme? Aujourd'hui, clairement, le constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas d'a priori à avoir, parce que souvent les gens ils croient que c'est que la Côte d'Azur qui fonctionne, ou c'est que Paris, c'est que région Paris, parisienne, etc. Lyon, Lille, on Marseille. est vraiment étonnés tous les jours quand on regarde des résultats, et il y a des bleds dont on connaissait même pas l'existence, mais parce qu'il y a un concours de pétanque qui est organisé régulièrement dans ce petit village, il y a vraiment une très grande demande sur Airbnb, et on est vraiment étonnés tous les jours. Et pour ça, il faut vraiment avoir des outils professionnels. Donc aujourd'hui, on utilise des logiciels qui analysent vraiment data Airbnb, qui peuvent nous donner vraiment des calculs de rentabilité. Donc il ne faut pas être fermé en fait à ces idées reçues, et vraiment sur toute la France. Aujourd'hui, la France est le pays numéro 1 en termes de tourisme, et il n'y a pas que touristes qui viennent pour les vacances. Donc il y a aussi beaucoup de personnes, les travailleurs qui se déplacent. Il y a beaucoup de voyageurs professionnels également, et on est vraiment étonnés, et à quel point aussi la
saisonnalité, on peut avoir des surprises, on peut avoir des logements qui cartonnent au mois de novembre, alors qu'on pourrait s'attendre qu'il n'y a que juillet-août qui est vraiment rentable. Donc, il n'y a pas d'a priori à avoir, il faut vraiment analyser chaque secteur par secteur avec les outils professionnels, c'est ce qu'on fait tous les jours. En fait, nous, pour être tout à fait transparent, quand il y a 100 appartements ou 100 appartements ou maisons sans logement qui arrivent à nous, on a à peu près 50% qui sont éliminés d'office, mais pas par le secteur, en fait, par les études de rentabilité qu'on fait. Parce qu'en fait, il y a des études de rentabilité qu'on va faire sur chaque bien qui nous arrive, et en fait, on a des critères minimums sur lesquels, en dessous, on ne traite pas en fait les logements, parce que en termes de renta, ça va pas tout à fait assez loin. Mais c'est pas dû, on va avoir une ville spécifique dans laquelle tu prends pas un studio, ou bien souvent c'est aussi et beaucoup par rapport à qu'est-ce que le propriétaire est prêt à faire, parce que autant qu'il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui sont ouverts à faire de la transformation dans leurs biens pour en faire une vraie locomotive d'Airbnb, autant qu'il y a des gens qui sont aussi très fermés à l'inverse, et voilà. Et aujourd'hui il y a je pense que je peux les donner, c'est des outils, tu as AirDNA, par exemple AirDNA ou Airbitix par exemple, qui sont des logiciels qui viennent scraper vraiment toute la donnée d'Airbnb, et qui viennent en fait quand tu payes certains abonnements chez eux, tu as vraiment la donnée du studio, du T2, etc. Donc nous, un bien arrive à nous, il y a une étude tout de suite qui est faite en fait dessus, où on sait très exactement sur le secteur quel est le potentiel en fait de ce bien, ou même ce que ce bien fait déjà, s'il est déjà sur Airbnb en amont. Et donc à partir de là, on peut tout de suite se positionner. Est-ce qu'on va aller plus loin avec ce propriétaire? Est-ce qu'on va pas aller plus loin? Et si on va plus loin, dans ce cas-là, effectivement, est-ce qu'il est ouvert à transformation? Est-ce que, etc., quoi. Est-ce qu'il faudra faire transformation? Pas obligatoirement, etc. Alors là, on a parlé pas mal d'outils. Quels outils ou automatisation conseillez-vous pour gérer efficacement plusieurs biens? Parce que vous l'avez dit, justement, c'est pas être dans la rat race du service de conciergerie, de pouvoir développer son activité. De manière générale, on connaît tous Airbnb, Booking, Abritel. Ensuite, il y a certainement des outils à avoir pour les synchronisations d'agenda. Exactement. Quelle est un petit peu la checklist des outils à avoir pour cartonner avec un service de conciergerie clé en main? Déjà, Channel Manager, donc tu en as parlé. Channel Manager number one. Exactement. Donc, celui qu'on utilise, on peut le dire, donc c'est Beds24. Donc, c'est celui qui est vraiment le plus complet du marché. Un entrepreneur web qui l'avait créé, non? Ou... non, je confonds qu'il y a des gens qui recommandent Beds24. C'est ça, ouais. Comme si on recommandait pour tunnel de vente l'Ornibox, System.io, ClickFunnels, etc. En fait, Beds24 a juste une problématique, à mon sens, aujourd'hui. Ouais. C'est juste que l'interface est quand même un peu vieillissante et pas cool quand tu prends. Mais par contre, ils sont ultra agressifs. Ça fait tout pour moins de 10 € par mois par appartement. Il y a pas, tu vois, il y a un moment où c'est ça peut-être marche. pour ça que le design est en mode années 2000. Exactement. C'est ça. Donc, mais c'est un outil indispensable parce qu'aujourd'hui, ça permet justement de gérer plusieurs agendas. Donc, si par exemple, tu as une réservation qui tombe sur Airbnb, ça le bloque automatiquement sur Booking. Donc, tu n'as pas de problème de double réservation. Donc, ça, c'est très important. Et ça gère également tous les messages automatiques. Et les messages automatiques avec les voyageurs, c'est-à-dire que la réservation, le voyageur, il reçoit un message avec toutes les informations, comment accéder au logement, le Wi-Fi, tout ce qu'il faut savoir. Tout le long de son séjour aussi, il a des messages qui lui expliquent comment faire telle ou telle chose. Et au départ, les instructions de départ, la demande de faire laisser une bonne note et faire un bon commentaire, etc. Donc, tout ça, c'est automatisé. Et en plus, tu as aussi la communication avec les prestataires de ménage qui est entièrement automatisé. C'est-à-dire que la prestataire reçoit une notification quand il y a un logement préparé. Une fois qu'elle l'a préparé, donc aussi, elle peut laisser une notification. Donc, tout ce système. Donc, tu n'as plus à être avec ton petit agenda, appeler ta prestataire, appeler le voyageur, essayer d'organiser des choses. Tout ce système, en fait, fait en sorte que c'est complètement indolore de gérer toutes ces réservations. Et donc, ça, c'est Channel Manager. C'est vraiment outil numéro 1 à utiliser pour n'importe quel... Channel Manager, Beds24. C'est ça. Ensuite, Price Labs, je pense très important. Okay. Alors, c'est pas une obligation. Aujourd'hui, on a des méthodes où on apprend à nos membres à faire du lead management à la main. Je pense que c'est important d'avoir compris comment ça marche à la main. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'IA, Price Labs, en gros 10 balles par mois par appartement ou par logement. Et ça va gérer les prix en automatique. Ça va analyser ce qui se passe sur Airbnb, tes concurrents, etc. Et ça va être capable de détecter parfois des événements que toi t'aurais jamais vu venir, etc. Et ça fait varier tes prix de manière totalement automatisée. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Alors, je dirais totalement automatisé. C'est quand même important de garder un petit œil quand même régulièrement de ce qui se passe. Sur les événements à venir de la ville.
En fait, les événements, ils sont trop forts, ils les détectent super bien, mais c'est plus, par moment, il peut y avoir, on l'a vu sur quelques logements, sur des démarrages, il peut avoir fait un estimatif qui soit pas tout à fait OK, et à la main, tu vas avoir mais une fois que le référencement il est fait sur Airbnb, tu mets ça, c'est là où tu maximises le mieux ton revenu. Donc ça, c'est très puissant. À l'ère de l'IA, c'est un très bon Je connaissais pas, et surtout, on sait tous qu'il y a des périodes où, sur quelques jours, si on prend l'exemple des férias de Dax ou la fête de la musique ou un événement sportif, sur quelques jours, on peut doubler, tripler les prix. Et c'est là où on va avoir boosté la rentabilité. Ça, tu les vois venir. Ouais, est-ce que tu connais de longue date? Ce qui est fou, c'est qu'il y a des choses que tu vois pas venir. Le fameux concours de pétanque. Ouais, voilà. Petite anecdote, toi. Donc, c'était quelle ville? Alors, je me rappelle plus, mais c'est à côté de Lyon, mais c'était à côté de vraiment Lyon, mais paumé de genre chez paumé. 3000 habitants. Ouais, même à peine, exactement. Et en plus, le pire, c'est que c'était une maison qui était en gestion juste à côté. Et en fait, x3 sur le prix sur 3 jours. Mais du coup, x3, tu sais, sur un truc qui est déjà à 180 € la nuit, là, le propriétaire, il a un sourire. T'as payé 10 ans d'abonnement. Le smile cash. C'est ça. Exactement. Et là, tu veux pas rater cet événement. Et ce qui était drôle, je me rappelle, c'est parce que, en fait, ça fait déjà un petit moment, parce que c'est vrai que nous, on a moins comme on a quand même des très grosses équipes, on a moins les logements en front, mais ça, c'était quand on avait encore les logements assez proches de nous. Et je me souviens que même le propriétaire avait appelé, tu sais, en disant, mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous avez mis des prix aussi hauts? Et puis en fait, 2 jours après, je pense que c'était booké, tu vois, dans ces prix-là. Et il était heureux, il a dit, bon, je vous laisse gérer maintenant. Quand il a vu la résa, il n'y a pas un souci. Normalement, on nous passe ce prix-là. C'est ça. Et tu sais, on a eu des trucs fous avec des propriétaires. On a aussi un propriétaire un jour qui nous dit, ah non, mais moi, je veux pas louer aussi cher. Ah bon, mais non, c'est contre mes valeurs. Ah là, ça va être dur là. Là, tu as fait un chant neuronal, j'imagine. Là. Donc, si on récapitule, donc Channel Manager, Base24 et le troisième outil, tu as dit le nom, je ne connaissais pas du tout. Pricelab. Exactement. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres outils encore Alors, additionnels là, on est en train à avoir parce qu'en fait, il y a pas mal de petits outils que je ne vais pas forcément citer qui permettent de faire, par exemple, d'avoir des livrets d'accueil spécifiques. Voilà. Il y a par exemple un de nos membres qui a lancé un truc qui s'appelle eGuide, E-G-E-E-D. Avec d'ailleurs, c'est marrant, il a lancé ça avec un de ses propriétaires, ils se sont associés pour créer ça. Et en fait, nous, on a vu, pour nous, il y a une chose qui manque vraiment sur le marché. On est en train de développer en fait un outil, pour être tout à fait transparent, qui, j'espère, sera prêt en septembre, qui va rajouter un peu une surcouche sur tout ça, en fait, mais qui va regrouper en fait énormément de choses qui pour nous sont là, où en fait, dans laquelle tu vas avoir 3 interfaces: une interface conciergerie, une interface voyageur, une interface propriétaire. Et le propriétaire, par exemple, pour aller checker tous les ménages qui ont été faits dans son bien, quoi qu'il se passe, transparence totale, tu sais, toujours ce qu'on a dans cette esprit de transparence. La femme de ménage, au lieu que ce soit complexe pour elle, elle peut être pluguée sur 25 conciergeries différentes. Quoi qu'il arrive, elle a une seule interface pour elle. Tous les ménages à faire sont ici. Checklist. Aujourd'hui, on travaille avec des checklists pour les femmes de ménage pour simplifier. Là, en fait, la checklist, elle est à l'intérieur du logiciel. Elle vient, elle prend les photos. C'est horodaté. C'est à tel endroit. C'est à telle heure. C'est machin. Elle suit sa checklist dans l'ordre. On peut rien oublier. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. Okay. On est en train de vraiment dire, en fait, comme toujours, en fait, à chaque fois qu'on fait un truc, c'est toujours qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir de plus exceptionnel. Faisons-le. On verra après combien ça coûte. Et ensuite, on verra comment on le vend, quoi. C'est un peu ça. Et surtout dans la simplicité de design, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de logiciels qui sont compliqués à comprendre. Et on voit, par exemple, avec les prestataires de ménage, on galère avec Base24 parce que même si elles ont des choses assez simples à faire dessus, comme c'est pas très user-friendly, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça, en fait, la volonté, c'est de créer une app qui soit vraiment très, très simple et en fait, qui puisse aller droit au but. Et pour n'importe qui, même pour un enfant de 8 ans, c'est très facile à comprendre. Et donc, ça, c'est notre projet pour septembre. Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants que quand vous avez une idée, vous le faites. Et du coup, comment vous assurez une expérience client 5 étoiles tout en gardant des marges intéressantes ? C'est une très bonne question. Alors, on a plusieurs types d'expériences clients. Parce qu'en fait, nous, finalement, on n'a que des clients. C'est-à-dire qu'on a des clients propriétaires, on a des clients voyageurs et on a des clients conciergerie, quelque part. Enfin, même si on appelle ça nos membres. Mais l'idée, donc, c'est vrai que la satisfaction, c'est au cœur vraiment de notre business. Si je dois parler, en fait, juste pour que tu comprennes la philosophie, chez nous, par exemple, pour nos membres qui nous rejoignent en conciergerie, on a carrément une directrice qu'on appelle directrice du bonheur chez nous. On s'est inspiré de ce qu'a fait Dubaï
sur justement là-dessus. C'est pas si vieux que ça qu'on a ajouté en fait ce post. C'est quelqu'un en fait qui est ressorti un peu du lot, qui finalement d'elle-même avait déjà ce truc de facilitatrice, etc. Mais on s'est dit non, en fait, toi, ton rôle vraiment aujourd'hui, c'est de mettre le sourire au maximum à tout le monde en fait. C'est vraiment, faut que les gens, c'est pas juste soient contents, faut qu'ils aient le sourire. Le smile, ils se disent, c'était waouh. C'est waouh, voilà. C'est tous les jours comment on peut faire pour rendre ça waouh. Et finalement, on applique ça. Alors, si je dois ramener ça par exemple à des voyageurs, tu vois, sur Airbnb, c'est d'avoir vraiment du début jusqu'à la fin en fait finalement une très bonne expérience. Donc ça part même des photos qui sont faites sur le logement, tu vois, qui doivent être suffisamment vendeuses pour justement donner envie de venir, mais qui soient pas non plus mensongère pour éviter que quand tu arrives dans le logement, parce que je pense qu'on l'a tous eu, le logement qui nous semblait faire 200 mètres carrés et que tu arrives, ça en fait 12. Les fameux grands angles dans la région parisienne. Je dis, ah ouais, je pensais vraiment pas que c'était aussi petit. C'est ça, exactement. Donc ça c'est important. Les messages voyageurs aussi, que ce soit respecté. Aussi, là, c'est marrant parce qu'on a été critiqué par un certain nombre de personnes où tu sais comme on a beaucoup mis l'automatisation en place où ah oui mais ça manque d'humain, etc. Et en fait c'est justement tout l'art de retirer en fait une partie d'humain pour enfin je pense que tu es un bon consommateur de Airbnb. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus horrible que d'avoir quelqu'un qui vient dans ton logement tout expliquer, ceci est un four, ceci est un etc. alors que t'es fatigué de ton voyage, voilà. t'en veux juste. C'est exactement ça. Moi je veux pas d'humain. C'est ça. Et quand tu lui dis comment ça marche, il ne sait pas. Par contre, ceci est un four, mais comment je l'allume ? Attendez, je vais regarder avec vous. Horrible. Nous, on a fait un truc, par exemple, tout bête. Tu as des vidéos pour chaque chose du logement. Par exemple, demain, il y a même les plombs sautent dans le logement. Tu sais où aller. Tu as une vidéo qui t'explique où aller les remettre. Il y a tu vois, il y a un problème d'eau, c'est pareil. Tu veux te servir des plaques. Et c'est très simple. Il y a quelqu'un qui a montré en appuyant sur le bouton. Et ça, tout ça, tu le reçois en automatique. Donc, tu n'as pas besoin, tu vois, d'y aller. Et en fait, c'est tout ça pour rendre l'expérience voyageur la plus agréable, avec le moins de friction en fait possible. Je pense que c'est ça qu'on attend en fait avant tout, évidemment dans un logement. Ouais, ça c'est vraiment un excellent tip parce que moi je fais beaucoup d'Airbnb et c'est vrai que à ma connaissance ça m'est jamais arrivé de recevoir des vidéos. Donc voilà, foncez. Voilà, ça me paraît tellement évident. C'est c'est la même chose que l'on fait pour ma villa au Costa Rica parce que je me disais mais quand tu arrives tard ou alors si tu as aussi des touristes étrangers. Donc tu parles pas soit anglais ou espagnol ou je ne sais pas quelle langue. Japonais ou chinois. Voilà. Japonais ou chinois, t'es en galère. Et surtout au Japon, c'est pas du tout la même manière de se servir, je sais pas, d'une machine à laver ou autre. Ouais, complètement. Ouais. Donc, mais là, vidéo, tu vois, tu suis pas ça, c'est universel, mondial. C'est universel, tu tout peux le monde cliquer, peut comprendre. Tout le monde a un doigt, normalement. C'est ça. Okay. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait juste avant ? Donc quoi, l'expérience client, ce que tu as avec ton entreprise Love Surprise par le passé fait vivre des moments incroyables où toutes les dames pleurent de joie tellement elles ont le bonheur. Est-ce que tu as d'autres tips à nous partager? Exactement. Ce qu'on met en place beaucoup dans nos logements, c'est aussi ce qu'on appelle les upsells. Donc, c'est en fait les services additionnels qu'on peut proposer aux voyageurs. Et celui qui marche vraiment très, très bien, justement, c'est le pack romantique. Quand on a des couples qui viennent en voyage pour faire une surprise à sa conjointe, on propose ce genre de service. Et ça, c'est vraiment magique parce que ce genre de service, ça fait plaisir aux voyageurs. Ça augmente forcément les notes parce qu'ils ont vécu une expérience, c'était un moment super agréable. Exactement. Okay. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que ça fait que le logement, il sera mieux noté, il sera encore plus réservé. Donc, en fait, tout le monde est content, la conciergerie est contente, le propriétaire est content, le voyageur a le sourire. Et ce genre d'upsell, en fait, de services additionnels, ça peut vraiment, la créativité, c'est la seule limite qu'on puisse avoir. Donc, ça peut aller juste d'un très, très simple upsell, c'est pouvoir accéder plus tôt au logement ou pouvoir partir plus tard. Ça, c'est vraiment la demande numéro 1 de tous les voyageurs. Et ça peut aussi être un service additionnel. Et donc là, je dirais, c'est du beurre dans les épinards pour la conciergerie parce que si tu fais ça sur toutes les nuits, sur toutes les réservations, quasiment, tu as doublé ton CA par mois avec ce genre de choses. Donc, check-in en avance et le check-out plus tard à genre 16 ou 17 heures. C'est ça, j'ai un petit check j'ai un petit hack pour ça aussi parce que certains voyageurs, comme il y a beaucoup de gens qui le font des fois gratuit, pourraient des fois mal le prendre. Et en fait, c'est modification de planning de ménage. Tu fais payer la modification de planning de ménage. Et donc là, c'est beaucoup plus logique d'avoir. Et là, tout le monde comprend. La personne doit se déplacer. Ça va être peut-être 10 €, 15 €. Mais en fait, 10 € multiplié par un volume d'appartement, ça fait un petit peu d'argent à la fin. Excellent. Et en plus, si vous faites une offre irrésistible, 10-15 balles, ça va. Parce que des fois, c'est les hôtels surtout. Ça doit être du 40-50 €.
bon, bah finalement, j'ai peut-être pas à attendre ici 2 heures de plus pour 50 balles, quoi. C'est ça. Non, mais il y a toujours voilà, un peu le juste milieu à trouver pour ces services-là. Mais il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut proposer. Souvent, par exemple, on met en place des partenariats avec des artisans locaux pour faire des petits paniers de bienvenue. Aussi, ça peut être des partenariats avec des restaurants, des balades en vélo pour découvrir la ville, des partenariats avec l'office de tourisme. Et en fait, ça participe à l'expérience parce qu'aujourd'hui, les voyageurs, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est l'expérience. D'ailleurs, Airbnb met aussi en avant pas que les logements, mais tout ce qu'on peut faire dans la ville, visite guidée ou les plats locaux préparés avec un chef, donc toutes ces choses-là. Donc les voyageurs, ils sont vraiment en quête de ça. Et quand on propose ça, bah, c'est à la fois lucratif pour la conciergerie et ça augmente bien sûr la satisfaction du voyageur. Je vais ajouter une petite chose aussi, c'est que en plus c'est un cercle vertueux aussi pour nos membres. On a un truc qui est assez dingue aujourd'hui, c'est la réussite, tu vois, de nos membres qui nous rejoignent en conciergerie, qui au-delà de ce qu'on leur livre, en fait, ont vraiment des très très gros taux de réussite en termes de recherche de biens, etc. Et en plus, on a beaucoup de gens qui viennent des fois aussi, qui sont issus de la formation, tu sais, qui ont suivi des formations en conciergerie, qui ont même des fois suivi 2 ou 3, tu vois, et qui arrivent chez nous et qui derrière là vraiment explosent. Et en fait, c'est parce que justement, on a ce truc de leur apprendre à tisser un réseau. C'est-à-dire, en fait, tu sais, à vraiment, et Olga parlait par exemple des artisans locaux, bah, effectivement, c'est un truc tout bête, bah, tes croissants, tes pains au chocolat, va toujours les prendre à la boulangerie du coin, puis au moment où tu passes, donne tes cartes, parle que t'es dans le coin, enfin, tu sais, c'est de toujours tisser. Alors, le boulanger, peut-être pas la personne qui va t'amener le plus de volume, mais par chance, c'est tout à fait possible. Mais en fait, c'est une espèce de démarche complète où l'agence immobilière qui est à côté aussi, tu vas lui expliquer pourquoi t'es pas un concurrent et comment tu peux l'aider aussi, lui, dans sa manière de bosser, dans sa manière de vendre, parce que tu vas pouvoir lui apporter un service complémentaire, etc., etc. Et ça, en fait, ça fait que les upsells, en fait, font tout à fait sens parce que tu fais marcher les gens locaux te font marcher, et il y a quand même cette entraide qui existe beaucoup en France, même si on peut penser ce qu'on veut, du local qui est très puissant. Et même si on dit qu'on peut gérer n'importe où, effectivement, on va ici apprendre évidemment à gérer en local. On n'est pas obligé d'aller faire 500 km à l'autre inverse pour gérer un appart, quoi. Donc là, on a parlé pas mal aussi de cash. Donc, quelle stratégie utilisez-vous pour maximiser la rentabilité d'un bien en conciergerie? Donc, tu as évoqué le logiciel qui permet de calculer et d'avoir les meilleurs prix. On a expliqué aussi les upsells. Donc, si vous pouvez nous partager un top 5 ou top 3 des meilleures pratiques pour vraiment booster le plus possible les 365 jours de son bien immobilier en service de conciergerie. Avec plaisir. Déjà, en fait, la première chose qu'on met en place, c'est vraiment optimisation du bien pour la location courte durée. Parce que quand on reçoit le bien en gestion, on regarde vraiment, il suffit plus de mettre le bien tel quel sur Airbnb, sur Booking. Il y a peut-être 7 ans, ça marchait, il y a 10 ans, ça marchait. Aujourd'hui, il faut vraiment tout optimiser. C'est pour ça qu'on a tout un service déco ou home staging pour vraiment ajouter les petites touches, les éléments qui vont faire mouche sur les photos. Parce qu'aujourd'hui, la photo que tu vois à la une, c'est celle qui va faire que tu vas cliquer et réserver le logement. Donc, il faut que cette photo, elle claque. Il faut qu'elle soit vraiment la plus attractive possible, que tu aies le clic Parkinson, tu as envie de absolument réserver ce logement. Et donc, ça passe donc par les photos professionnelles, mais surtout par la déco. Et il n'y a pas spécialement besoin de refaire tout l'appartement. Il y a peut-être parfois un petit coussin, un petit rideau, un petit miroir que tu peux ajouter. Et donc, on a tout un service des personnes qui réfléchissent comment on peut rajouter des éléments pour que ça fasse bien sur la photo, pour justement augmenter le nombre de clics et augmenter le nombre de réservations. Et de manière générale, les photos également, donc on les prend de manière professionnelle et avec les retouches photos, sans être mensonger, encore une fois, parce qu'il ne faut pas des grands angles pour les 12 mètres carrés. Mais ça permet justement de sublimer le bien, de le mettre en avant et montrer les meilleures facettes du bien pour qu'il soit plus réservé. Donc voilà, donc c'est toute cette optimisation qui fait que, avec le travail des prix, que le taux d'occupation du logement, il peut être vraiment maximisé grâce à ça. Et j'ai une petite anecdote aussi là-dessus, c'est que tu sais, au début, quand on a fait ça, comme on était partout en France, tu sais, on a commencé à prendre des photographes un peu partout en France. Sauf que le problème, c'est que ce qui est difficile dans une boîte, c'est d'avoir la même qualité à tous les niveaux de partout. Et du coup, on s'est retrouvé avec, tu sais, tu avais un photographe à tel endroit à Paris qui était génial, et puis tu en avais un autre, il t'avait vendu des super photos, puis il arrivait, il avait même pas le grand angle, et du coup ça c'était quand même compliqué. Et en fait aujourd'hui on fait un truc complètement inverse et complètement contre-intuitif, c'est que juste un trépied,
un téléphone quand même plutôt plus bon. ou moins le dernier Samsung ou iPhone. Exactement, Ouais, ok. grand angle. On explique évidemment aux personnes qui sont chez nous ou à nos membres comment shooter l'appartement, parce qu'il y a quand même quelques codes à respecter. Mais une fois que tu as respecté ces codes, après en fait ça passe en retouche photo. Et en fait on a des bien meilleures photos en termes de qualité avec un smartphone et retouche derrière que finalement de faire appel. Alors je dis ça, il y a des photographes qui vont peut-être hurler en disant ça et ils ont raison s'ils sont bons là-dedans évidemment. Mais pour nous c'était très très dur en fait de trouver une qualité équivalente partout et tu peux pas demander à un photographe de Paris d'aller à Marseille shooter pour toi et ce qui est génial c'est que ça a permis aussi à nos membres finalement qui nous rejoignent, parce qu'en fait c'est tout l'intérêt des membres qui nous rejoignent, c'est qu'ils bénéficient des services du réseau comme par exemple la déco, comme disait Olga tout à l'heure, ils bénéficient de ça pour les nouveaux logements qu'ils vont pouvoir mettre en route, mais aussi en fait justement la photo, alors les retouches etc. Et un truc tout bête, c'était quand on s'est retrouvé face à des piscines et toi t'es arrivé, t'es parti en février prendre en photo le bien, il faut que ça réserve pour cet été, mais sauf que la piscine en février ça fait pas rêver. Exactement. Et donc retouche photo, on ouvre la piscine, elle devient toute bleue magnifique, le ciel on enlève les nuages et mine de rien ça améliore énormément les résas et l'expérience même d'ailleurs derrière quoi. Donc si on récapitule, donc étape 1, réaménager le bien immobilier pour vraiment faire ce petit effet waouh, mais avec un budget limité, peut-être 300, 500, 1000 euros pour mettre des petites touches qui donnent envie. Étape 2, réaliser des photos professionnelles, donc soit avec le dernier iPhone ou le dernier Samsung et réaliser des retouches photos. Et étape 3, j'imagine l'annonce aussi peut-être. Voilà. Est-ce que vous faites un peu de copywriting? Oui, tout à fait. C'est un très très bon point. L'annonce aujourd'hui sur Airbnb, sur Booking, il y a des codes à respecter. Il y a vraiment la manière dont l'algorithme fonctionne. Donc il faut déjà comprendre comment l'algorithme fonctionne pour bien s'adapter. C'est un peu comme sur Google, tu vois, c'est tout le travail de SEO que tu peux faire sur ton site pour bien le référencer, pour qu'il remonte bien. C'est exactement le même travail qu'il faut faire aujourd'hui sur les plateformes. Et aujourd'hui, on a toute une équipe d'experts qui ont des hacks. Faire un podcast entier sur le copywriting, sur comment optimiser l'annonce. Le copywriting et même toutes les petites choses. Tu sais, par exemple, un truc tout bête que personne ne fait, mais que je donne, c'est toutes les photos. Il faut toujours qu'il y ait une légende aux photos. Super important. Rien que ça rentre dans le référencement. Je n'ai pas de légende. Voilà, et ça va chercher aussi le référencement Google, où parfois, quand les gens ont tapé la ville, en fait, tu vas ressortir dans les photos ou autres. Mais Airbnb, le fait que si quelqu'un clique sur ta photo, ça amène du trafic sur ton annonce. Donc, ça va réaméliorer ton référencement dans Airbnb. On peut faire un podcast entier sur envie dessus, tu vois, mais vraiment, en fait, c'est vraiment prendre chaque critère. Et pareil, tu sais, tout ce qui est il faut vraiment qu'il y ait marqué 100%, tu vois, sur Booking aussi, vraiment que tout était rempli jusqu'au dernier point. En fait, tout est pris en compte. En fait, moi, pour la petite anecdote, il y a, je sais pas, 6 ans, 7 ans à nouveau, dans les dates, je suis mauvais là-dessus. Mais comme j'étais le premier à parler vraiment d'automatisation sur Internet, sur YouTube en France, etc., Airbnb nous avait donné un statut qu'ils appelaient ambassadeur à l'époque. En gros, on a aidé, entre guillemets, Airbnb à se développer. C'était assez léger, ça n'a pas duré très longtemps, mais en fait on a eu accès à plein de gens dans des équipes pour comprendre complètement à l'époque comment marchait l'algo Airbnb et tout ça. Donc ça c'est quand même vraiment génial, parce que même si des choses ont évolué, on a compris complètement leur logique, tu vois, de penser. Et vraiment les amis, remplissez, si vous avez une annonce Airbnb, remplissez tout, ça change énormément. Et après ils ont des critères, je donne un dernier petit hack, je pense que ça peut être intéressant. Ils ont des critères qu'ils mettent en avant. Par exemple aujourd'hui, si ton annonce elle n'est pas en réservation instantanée, là tu te prends une tartine SEO, laisse tomber. Un truc qu'ils ont mis depuis peu, qui est dans leur top 3, c'est les animaux. Tu peux même proposer des animaux avec un supplément, mais en fait, si tu accueilles des animaux, et bien pareil, ça améliore ton référencement, parce qu'ils n'avaient pas assez de logements par rapport à la demande qui était faite des animaux. Donc, ils ont ajouté ce critère-là, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre ? Entrée autonome. Ouais, entrée autonome. Ouais, et Wi-Fi. Entrée autonome, c'est avoir la boîte à clés et que la personne n'ait pas donné un rendez-vous à quelqu'un. Qu'il n'y a pas une personne qui t'attend pour t'expliquer. Moi, je suis que des boîtes à clés. Mettez des boîtes à clés partout. Je veux pas voir d'humain. Mais voilà, t'es pas le seul. C'est vraiment une vraie demande de voyageurs. C'est pour ça Airbnb. Parce que des fois, tu peux arriver à minuit 30 parce que t'as un vol particulier ou quoi que ce soit. Donc, pas de rendez-vous. Moi, je surkiffe. Ouais, et puis en plus, pour la gestion de la conciergerie, c'est une vraie galère. Parce qu'en fait, les gens ne sont jamais à l'heure qu'ils ont dit. Puis tu sais pas, quand tu vas à un endroit, admettons, tu vas dans une ville pour la première fois de ta vie,
bah, tu sais pas alors que tu vas arriver réellement. Bah, t'aimerais, mais tu veux pas Et donner puis surtout une, nous, une enfin, dans fausse notre horaire, manière quoi. de vivre, enfin, je veux dire, moi en plus, nous on est vraiment ultra de cette dernière minute maintenant sur les logements Mm. depuis longtemps déjà. Là, on était au Mexique par exemple. La plupart du temps, quand on changeait de logement, je bookais à 11h le matin, voire midi, tu vois, le logement de l'après-midi, quoi. Et forcément, si l'entrée est pas autonome, super galère. Enfin, ouais, c'est sûr. Donc, Mais c'est pour ça entrée aussi les, autonome, les excellent. plateformes le mettent Ouais. en avant. Et aujourd'hui, si ton annonce n'est pas en entrée autonome, elle sera complètement pénalisée même par la plateforme. Donc c'est ça, la plupart des personnes, elles réalisent pas à quel point c'est important et qui restent encore dans À cet l'ancien état monde. d'esprit à l'ancienne. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'avoir une note supérieure à 4,8 sur 5 ou le statut de super hôte est bénéfique? Quel est un petit peu votre Alors, retour le par rapport à statut ça? de excuse-moi, le statut de super hôte, on n'a pas vu un lien direct. On a essayé plein de fois de faire des datas Ouais. là-dessus. Et j'ai un vrai doute. Il y a plein de gens qui disent oui, oui, oui. Moi, j'ai un vrai doute que ça apporte réellement en fait plus de réservations. Par contre, la note, Ça rassure La note, la c'est très personne qui va important. réserver, mais ça t'amène pas forcément plus de résa. C'est ça, Ok, je exactement. comprends. Par contre, la note, oui, ça c'est sûr que c'est essentiel. Alors, il faut pas non plus tomber dans un travers, je trouve, des notes où des fois, on voit des membres, des fois, ils ont pris une fois je sais pas, un 3 ou un 4 parce que il faut pas, enfin, c'est pas la fin du monde parce qu'on en prend une mauvaise, mais par contre, c'est ultra important parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils font leurs recherches, c'est ultra important. Et également parce que Airbnb Airbnb, Booking le prennent énormément en compte en amont dans le référencement. Mais après, le truc numéro 1, c'est plus tu bookes. Ouais. Tu vois, ça c'est. Parce que tout le monde a un Ouais. intérêt. Airbnb prend sa commission, Exactement. les gens sont Exactement. contents, etc. Exactement. Ouais. C'est ça. Le truc numéro 1, c'est plus tu bookes. Et même d'ailleurs, c'est assez marrant. Tu peux avoir, pour avoir eu quand même un paquet de logements dans une même ville, et pour aujourd'hui gérer dans plein de villes de France, vraiment beaucoup de logements dans la même ville, bah, tu te rends compte que des logements équivalents, c'est marrant. Il y en a un, il va cartonner, il va faire 80% de booking, 20% d'Airbnb, et tu as un truc complètement équivalent qui est à une rue et qui va faire l'inverse, 80% d'Airbnb, 20% de booking. Et là, c'est pas une question d'annonce, c'est pas une question de. C'est une question qu'il y a un moment, il y a une plateforme où le logement a ultra performé dessus, et donc la plateforme le met encore plus en avant parce qu'ils voient bien que l'argent rentre, qu'à chaque fois qu'ils le présentent, les gens bookent. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que tu as accès aujourd'hui, notamment dans Airbnb, c'est très très bien fait, à toutes les stats de ton annonce, finalement, combien de fois elle est présentée, les taux de clics que tu as, etc. Et donc c'est vrai que il faut y faire super attention à ça parce que d'aller changer ta photo à plusieurs reprises, je pense, je sais pas, comme une miniature YouTube ou j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce qui fait que les gens cliquent, ou comme une page de capture, tu vois, qui peut être fait dans un tunnel de vente, au même titre, en fait, il faut penser tunnel de vente en réalité sur une annonce et faire des changements. Et je dirais que il n'y a pas une règle, enfin, il y a des règles de base, mais comme dans tout, en fait, effectivement, il y a des photos, tu peux être étonné parfois. Un truc tout bête, les photos de jardin, par exemple, marchent beaucoup moins bien que finalement les photos de salon. Parce qu'au début, on se disait, mais trop bien, une terrasse, etc. C'est un truc qu'on a beaucoup essayé sur plein de logements. Et finalement, alors, à part quand tu as une piscine ou une vue vraiment de dingue, mais sinon, la photo du jardin, non, en fait, toi, tu te projettes là où tu vas très certainement. Et ça dépend aussi là où tu es, évidemment. Ouais, si t'as la petite terrasse de 5 Mm. mètres carrés additionnelle, ça fait pas une différence. Aucun intérêt, Ouais. exactement. Ouais. Et surtout que je pense, en tant qu'humain, je pense que ça c'est, alors ça j'ai pas vérifié, c'est juste mon analyse, mais je pense qu'on se projette là où on va, parce que ça va être notre cocon, ça va être l'endroit où on va venir. Donc en fait, finalement, on se projette beaucoup plus dans un intérieur que dans un extérieur. L'extérieur est presque le bonus supplémentaire, à part évidemment si tu pars en famille sur la Côte d'Azur pendant 2 semaines et qu'il y a une belle piscine. Bon, là, ça peut être un critère numéro 1, tu vois, que tu vois en photo d'accroche, mais voilà. Et je voulais revenir sur les notes parce qu'il y a quand même un tips important, parce qu'aujourd'hui, les voyageurs, parfois, ils comprennent pas l'importance des notes pour les plateformes. Et ils peuvent, par exemple, avoir passé un super séjour, mettre excellent séjour, tout était super, 3 sur 5. Parce que pour eux, 4 même, voilà, au 4, et en fait, ils pensent que 4, c'est une bonne note, ou 3, c'est une bonne note, parce que rien n'est parfait, etc. Alors que pour Airbnb, 4, c'est une très mauvaise note. Et le fait de juste tout simplement expliquer ça aux voyageurs, donc par exemple ce qu'on met en place dans les logements, c'est des pancartes où on explique vraiment le système de notation Airbnb en disant que 5 sur 5, ça veut dire que le logement est conforme à l'annonce. C'est juste ça que ça veut dire. Et 4 sur 5 ou en dessous, ça veut dire que le logement n'est pas conforme à l'annonce et il n'a pas sa place sur Airbnb. Et quand les voyageurs comprennent ça, forcément, ils vont réfléchir 10 fois. Donc, ils vont te mettre 4 que s'ils sont vraiment pas contents du logement et s'il y a réellement des choses à dire. Et aussi, ce qu'on conseille, c'est de régulièrement appeler les voyageurs
tout le long de ses jours pour demander est-ce que tout va bien, est-ce que vous D'envoyer avez un besoin petit de message quelque WhatsApp, chose, etc. parce que le Pour séjour se déroule prévenir à justement. merveille. Exactement. Et à la fin aussi de dire tout simplement si s'il y a une chose qui ne correspond pas tout à fait, prévenez-nous et dites-nous. Et en fait, si tu as une remontée en fait en amont, un truc tout bête, maintenant on le fait par message, mais je sais que moi tout au début où je faisais du Airbnb, je mettais même des questionnaires papier, tu sais, dans chaque logement. Et en fait, les gens le remplissaient et de temps en temps, t'avais quelqu'un qui se lâchait parce qu'il lui était arrivé un truc, tu vois, je sais pas, il y avait des voisins qui faisaient du bruit ou autre. Et en fait, là, tu décroches le téléphone, t'appelles cette personne en amont. Un humain qui parle à un humain, autant qu'on est très automatisation, autant que parfois un humain qui parle à un humain, on a beaucoup moins envie de défoncer un humain quand on lui a parlé et qu'on a vu que c'est quelqu'un de compréhensif et qui c'était pas de chance, quoi, effectivement. Alors j'aimerais revenir aussi, est-ce qu'on doit mettre minimum une nuit ou pas forcément, on peut mettre minimum 2 nuits, 3 nuits. Quel est aussi le taux de réservation satisfaisant? Est-ce que c'est 60%, 50%, 80%, 95%? Et est-ce que vous voyez une tendance booking Airbnb, donc de mon côté, que ce soit c'est à Tallinn en Estonie ou au Costa Rica, 85% de mes réservations, c'est via Airbnb. En gros, Booking m'amène pas grand-chose. Donc, je vous laisse me partager. Donc, minimum de nuit, taux de réservation minimum à avoir pour se dire je fais un très bon travail. Et est-ce qu'il y a une tendance plutôt Airbnb Booking? Je vous laisse tout nous partager. Ok. Donc, sur le minimum de nuit, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'ouvrir au maximum. Parce que, en fait, ça va améliorer la visibilité de ton annonce. Donc, forcément, si tu as restreint ton annonce, si tu es à 3 000 minimum ou 5 000 minimum, ton annonce sera beaucoup moins visible quand les personnes cherchent. Et en fait, aujourd'hui, les plateformes... Une nuit. C'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment qu'on préconise. Il y a des exceptions à ça. Par exemple, sur des logements qui sont... c'est des gros logements, généralement, qui sont réservés pour les fêtes. Ça, quand on décèle cette tendance, on préconise justement de faire minimum 2 nuits ou 3 nuits sur ce genre de logement. Mais sur tous les autres logements, plus c'est ouvert, mieux c'est, et plus c'est visible sur Airbnb, et plus ce sera, il y aura plus de chances de réserver ce logement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on préconise à tous les propriétaires. Et sur le taux d'occupation, écoute, ça dépend vraiment des secteurs. Donc il y a des secteurs pour lesquels 52%, on regarde toujours le moyen. Sur le secteur, et nous on veut toujours bien sûr avoir au moins 10% de plus, mais par exemple ça peut y avoir dans un secteur où tu as 40% de taux d'occupation en moyenne. Si tu es à 52%, tu as déjà une très belle performance par rapport à ta concurrence. Donc, en fait, c'est vraiment relatif. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc, sur les taux d'occupation. Oui, ça dépend. Et puis, ça dépend aussi de la typologie de bien. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as, une très grande maison, en général, effectivement, tu vas avoir des volumes de réservation qui vont être un peu plus bas. Et c'est vrai que souvent, j'ai beaucoup de gens qui mettent beaucoup en avant 100%, tu vois, il faut remplir complètement et tout. En fait, non, il y a des moments, on a des stratégies sur certains logements, effectivement, de ne surtout pas remplir à tout prix et quoi qu'il se passe, parce qu'on a décelé dans l'étude du bien en amont qu'on était mieux d'avoir un prix de vente un peu plus élevé, qu'en réalité ta renta à la fin sera plutôt meilleure que si tu casses les prix en fait pour casser les prix. Mais ça, je dirais, c'est sur des gros logements. Après, effectivement, tout ce qui est T2, T3, l'idée c'est toujours d'aller le plus possible vers le 100%, bien sûr. Mais je dirais qu'en moyenne quand même, sur une ville moyenne de France, si on doit quand même donner quelque chose, une ville moyenne de France, tu atteins assez facilement quand même les 70-80% si ton logement est sympa, en gardant un prix de vente qui est bon. Et on a quand même beaucoup de logements qui sont même à plus de 100%. Tu sais que les politiques d'annulation où tu étais strict, et puis les gens annulent, et puis en fait finalement tu as fini à 33, 34 nuits des fois sur certains logements. Est-ce que tu as re-réservé entre-temps via l'annulation, mais tu as encaissé le paiement? Et exactement. Ça n'engendre pas des commentaires alors déjà, négatifs? Ils ne peuvent pas commenter. Ok. S'ils ne sont pas venus dans le déjà, c'est l'avantage. Heureusement, parce que sinon, ça engendrerait à mon avis un étoile. Et aussi, les règles sont claires au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu réserves, tu as des règles strictes. Moi, je veux dire, ça m'arrive de temps en temps. C'est pour ça que d'ailleurs, je réserve toujours en dernière minute, parce que les plans changent souvent. Mais ça m'arrive régulièrement, de temps en temps, en tout cas, d'annuler des logements. Si je vois que c'était strict, c'est comme ça. Je fais une demande, et puis après, on voit. Après, faut pas être idiot non plus. Quelqu'un à qui il arrive quelque chose d'important ou de grave ou de machin, faut pas forcément garder l'argent de tout le monde quoi qu'il se passe. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui cliquent juste sur annuler et qui réclament même rien, tout simplement. Et après aussi le timing peut-être de l'annulation. Si c'est une annulation 2-3 mois à l'avance,
parce que la personne a réservé il y a 4-5 mois, c'est OK entre guillemets versus j'annule la veille. Ouais. Où là, c'est aussi logique que le propriétaire garde l'argent parce qu'il va pas pouvoir Exactement. relouer. Tu sais qu'on a eu une très grosse chaîne d'hôtels là, quand on était au Mexique. En fait, avec Olga, on est en train de regarder des logements, on a booké en même temps tous les deux. Et du coup, 1 minute après avoir booké, je demande l'annulation. Et on m'a refusé mon annulation de logement 1 minute après avoir booké. Là, franchement, je trouve que c'est dégueulasse. Même si c'était pour le jour même, je veux dire, tu vois, la parce personne peut faire une erreur. que vous aviez booké en même temps. On a booké en même temps 2 logements. On s'est pas parlé. On s'est pas parlé. Puis, 3 On s'est minutes pas après. concerté. Ah merde. J'ai déjà booké. Et moi aussi, j'ai booké. Et c'est une très grosse chaîne d'hôtels. C'était chez Hilton pour être tout à fait. Tu vois, ils m'ont pas. Ah, c'est annulé, étonnant. validé. Hein. J'ai trouvé Et même ça, quand vous êtes arrivé à l'accueil en disant on a réservé 2 fois, mais vous voyez. non, on en est- fait, c'était 2 logements différents. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en c'était fait, des logements on là, avait c'était pas une chambre Airbnb. d'hôtel. Voilà. D'accord, En fait, ok. le gars avait galéré avant, bon, on va pas raconter toute notre vie, mais elle avait galéré à trouver le Airbnb. Donc pendant ce temps-là, j'ai regardé vite fait, j'ai chopé, tac, je chope l'hôtel, je book, je dis c'est bon, j'ai booké. Elle me dit non, c'est bon, j'ai trouvé. Et du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'était pas méchant. Et dans tous les services de conciergerie, plutôt tendance Airbnb, Booking, nous c'est 85% des nuitées sur Airbnb et je suis un petit peu déçu de Booking du coup, peut-être qu'on fait mal les choses par rapport à ça. Quelle est un petit peu la tendance que vous voyez? Franchement, c'est très très aléatoire suivant les logements. Mais par contre, ce que tu dis est une vraie tendance. C'est que ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, tu as 80% d'une plateforme souvent qui va prendre le dessus. Et en réalité, Booking a un mal fou à te mettre en avant parce que Airbnb. Oui, tu comme vois, j'ai très peu de. Voilà. Pour eux, ils ont l'impression je vois que ce t'es que vous voulez pas, dire. voilà, Voilà. D'accord. que t'es pas disponible en fait. Et du coup, comme t'es pas disponible 80% de leur temps, ils considèrent que t'es pas un Oui, logement vu que la à mettre en résa a avant, lieu en sur fait. Airbnb, forcément, puis on arrive dans le cercle vertueux qui est moins je suis visible, moins on va me mettre en avant, donc moins j'ai de réservations, etc. Exactement. Et inversement, Airbnb, Ouais. plus je suis visible, plus on me met en avant. Et je pense que c'est une question ainsi de de suite. hasard parfois, parce qu'en fait, tu aurais pu justement enchaîner plusieurs réservations de booking de suite, et là, ça aurait été la Ouais, c'est tendance le, aurait été le renversée. momentum de départ. En ouais. fait, si au démarrage, booking, je serais en train de dire, j'ai 85% des réservations sur Booking et Puis une C'est fois que ça. le temps 15% est Airbnb. occupé, Ouais. c'est ça, Ouais, ça je peut comprends. être plus compliqué. Un truc auquel nous on fait très attention, c'est les propriétaires qui par contre veulent absolument occuper beaucoup leur bien dans l'année. Parce que oui, là on parle de Airbnb, de Booking, mais si tu occupes beaucoup ton bien dans l'année, mine de rien, tu fais le même effet, mais là tu le fais à Airbnb et Booking, et ça peut être des fois beaucoup plus complexe de remplir. Et nous, je sais que si un propriétaire nous laisse pas au moins 300 jours pour bosser dans l'année, on prend pas le bien. Ok. Comment voyez-vous l'avenir de la conciergerie et l'évolution des plateformes comme Airbnb et Booking dans les 5 prochaines années? Je pense que l'avenir, surtout de la conciergerie, c'est la professionnalisation. Parce que jusqu'ici, les acteurs qu'il y avait sur le marché, c'est un marché qui est croissant, qui est nouveau. Il y avait 2 types d'acteurs. Soit c'est ce qu'on appelle un peu des conciergeries opportunistes. C'était par exemple des anciens prestataires de ménage qui faisaient déjà les ménages et qui se sont dit, peut-être je peux aussi remettre les clés. Je peux peut-être répondre aux voyageurs. Donc ça, c'est des petites conciergeries locales. Et il y a des grands groupes aussi de conciergerie qui ont ce côté, on va dire, un peu gestion en mode usine, qui manque de proximité. Donc, il n'y avait pas des acteurs qui étaient hybrides, qui alliaient d'un côté la proximité et de l'autre côté le professionnalisme. Et aujourd'hui, je pense que c'est une très, très grande tendance parce qu'aujourd'hui, dans la conciergerie dont on gère aujourd'hui, pourquoi on arrive à avoir un tel engouement des propriétaires? Parce que justement, on a tous ces services professionnalisants, c'est-à-dire la décoration d'intérieur, optimisation de prix, optimisation des annonces. Mais en plus de ça, on arrive à garder la proximité parce qu'aujourd'hui, avec tous les propriétaires, on a des groupes WhatsApp, on a plusieurs personnes de l'équipe qui sont dans les groupes, qui sont très, très réactifs, qui répondent dans moins d'1 heure à toute demande propriétaire. Et je pense que c'est ce modèle-là, un peu le modèle hybride, qui a son avenir sur les 5 prochaines années et sur les plateformes. Moi, j'ajouterais juste une chose aussi, c'est pour ça qu'on a attaqué aussi ce marché avec justement le clé en main de cette manière, parce qu'en fait, on s'est dit, on peut attaquer le marché. Nous, on avait les reins pour ça et on pouvait tout à fait y aller en mode on monte des très grosses équipes et on le fait. Mais on s'est dit, en fait, le meilleur moyen de garder justement ce côté j'ai une grande structure nationale, mais en même temps, je garde la proximité du local. Alors, quand je dis la proximité du local, via des messages WhatsApp, etc., et via des appels, aujourd'hui, c'est suffisant. Il n'y a pas forcément besoin d'être à côté. Mais en tout cas, on garde ça. Et oui, parce qu'en fait, quelqu'un qui est son propre patron, qui va gérer peut-être 10, 15, 20 logements,
quoi qu'il se passe, sera meilleur et sera beaucoup plus impliqué si c'est sa boîte, en fait, quelque part, que quelqu'un que tu pourras mettre en tant que salarié, même s'il y a plein de salariés qui sont très motivés, il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'est quand même un truc qui était très, très bon. Et en tout cas, effectivement, professionnalisation, enfin, moi, complètement d'accord avec toi. Pour Airbnb et Booking, je dirais qu'il y a une chose, ils sont de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de biens. On est passé quand même, moi en gros, quand j'ai démarré Airbnb, il y avait 30 000 biens sur Airbnb en France. Là, je vais vraiment parler des données françaises. Donc la France, on a cet avantage énorme. Pays le plus visité au monde, donc ça quand même pour Airbnb c'est très très bon. 30 000 biens quand j'ai démarré, donc en gros 2013. 750 000 biens à 2023. Ouais, c'est à fin 2023, 750 000. Et là, on va passer le million de biens. Où il est déjà passé, où on va le passer. On a pas 1,2 million. 1,2 million. Ah, même on est à 1,2 million. En 2025. Et j'imagine qu'il y a une ambition peut-être 2 millions de biens d'ici 2030 ou 2035. Voilà, ça monte ça va très très vite. en permanence. Et donc, à partir de là, ils peuvent se permettre d'être de plus en plus exigeants. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez bien. Ils prennent tout le monde. Bah ouais, quand il y avait 30 000 logements. Viens dormir chez mamie, avec la moquette, ça allait bien. Là, aujourd'hui, on le voit, c'est normal. Il y a une professionnalisation qui est là et il faut impérativement que les logements soient plus jolis. Il faut que les services soient meilleurs. L'ensemble doit être meilleur, quoi, effectivement. Et surtout l'IA qui a été ajoutée, ce que j'expliquais tout à l'heure sur les annonces, où de plus en plus il faut faire gaffe. Je veux dire, aujourd'hui, tu fais n'importe quoi avec ton ménage, tu te retrouves avec des 2 ou des 3 en masse. Avant, très simple, nous on arrivait, une annonce comme ça, on reprenait le logement, tu délètes l'annonce, tu en remets une nouvelle, c'est bon. Aujourd'hui, tu as intérêt de monter un beau dossier auprès d'Airbnb pour pouvoir le faire, parce que sinon, tu veux delete l'annonce pour ça, ils veulent pas. Ça marche pas. Si tu es blacklisté, ensuite, tu peux plus jamais être inscrit. Exactement. Il y a un vrai risque. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites quand même. Aujourd'hui, on est quand même très très bon là-dessus. Toute la compliance d'Airbnb, les dossiers qu'on monte, les trucs pour expliquer tout ça, on le fait très très bien. Il y a des propriétaires on a vraiment sauvé leurs biens où c'était mort, ils pouvaient plus louer. Ils recréaient une annonce, elle était shootée dans la seconde, etc. Et voilà, en plus maintenant, tu sais, il y a de plus en plus de numéros d'autorisation. Donc même si l'IA a même plus besoin d'être intelligente, si tu as le numéro d'autorisation à Paris, tu le remets sur l'annonce, il n'y a pas besoin d'avoir l'IA la plus intelligente du monde pour voir que c'est la même, quoi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, professionnalisation, mais ce qui est très bon, vraiment, moi je trouve ça excellent parce que ça oblige tout le monde à bien bosser et de plus en plus l'aspect, je fais ça avec la petite dame au black qui habite l'appart d'à côté pour juste ouvrir, ça se fait plus, quoi, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres plateformes? Donc là on a parlé d'Airbnb et Booking. Moi, j'ai déjà réservé 1 ou 2 fois sur Abritel. Est-ce qu'il y a des plateformes additionnelles sur lesquelles on doit être, ou Airbnb, Booking rafle la mise, ou il y a peut-être aussi des plateformes, mais spécifiquement parce que moi, je suis à la montagne, ou moi, je suis X, Y, Z raison. Je vous laisse tout nous partager. Oui, voilà. Donc, tout ce qui est à la montagne, il peut y avoir cette possibilité. En effet, surtout en France, Abritel reste quand même bien implanté sur ces secteurs-là. Mais nous, on ne le préconise pas pour les mêmes raisons qu'on a évoquées de, justement, visibilité sur les plateformes. Parce qu'en fait, parce qu'on est dilué. Voilà, c'est exactement. Plus tu as d'autres plateformes avec lesquelles tu travailles, ne serait-ce que tu as une seule réservation sur Abritel, c'est une réservation en moins sur Airbnb, c'est une réservation en moins sur Booking. Déjà qu'entre les deux, donc on est obligé d'avoir les deux parce que c'est les deux leaders et qui se complètent quand même bien. Mais plus tu rajoutes de plateformes, moins ta visibilité sur les plateformes principales. Donc ça, c'est quelque chose, quand les propriétaires viennent nous voir et qui sont vraiment obstinés, qui veulent absolument leur annonce Abritel ou Homelysdays, on leur explique le fonctionnement des algorithmes et on essaie de les dissuader de ne pas se diluer comme ça. Et l'automatisation, en plus, elle est souvent plus complexe sur des sites comme Abritel ou autres. Et donc, si tu veux, par exemple, le yield management que j'expliquais tout à l'heure avec avec Pricelabs, par exemple, qui va augmenter les prix, c'est pas gérable sur un Abritel, donc il faut que tu ailles le gérer à la mano. Et donc, ce qui fait que, oui, tu vas avoir Abritel à côté, tu vas l'avoir, mais tu vas dire, oh, trop bien, on a booké 2 semaines. Ah merde, c'est 2 fois moins cher que ce qu'on allait faire sur Booking ou sur Airbnb à côté. Donc, les deux choses mis bout à bout, on a fait le test, on a des propriétaires à qui on a fait plaisir, à qui on a dit c'est ok, les biens étaient géniaux, on a pris et on leur a montré 1 an après, ils étaient en train d'éliminer Abritel par eux-mêmes parce qu'on leur a montré, regardez, toutes les dates que vous avez vendues, pourquoi vous les avez vendues? Vous étiez moins cher en fait, vous retrouviez moins cher, ou vous retrouviez, voilà, il n'y a eu aucun moment où ça a été bénéfique pour aller plus loin. Donc voilà. Et ce qui est dur, c'est que des fois, tu as des propriétaires, en fait, ils arrivent, ils ont mis par exemple que sur Abritel, puis ils disent, bah oui, mais moi, je fais 100% de mon chiffre d'affaires sur Abritel. Oui, mais tu loues 3 nuits par mois en moyenne, en fait. Mais, voilà. Et est-ce que vous recommandez parfois monoplateforme? Par exemple, vous dites,
fais que du Airbnb ou que du Booking parce que tu as 90% et du coup pour encore optimiser, ou vous gardez quand même ce backup Booking, Airbnb quoi qu'il arrive, ou parfois vous dites soit l'un, soit l'autre pour vraiment maximiser les réserves. L'idéal, c'est quand même d'avoir les deux. Parce Ok, donc ça que de permet ce qu'on a d'avoir vu, un backup. Quoi. voilà, on ne sait Ok. pas laquelle qui va marcher, qui va démarrer. Et ça reste quand même, il y a la clientèle sur Booking qui n'est pas spécialement présente sur Airbnb et vice-versa. Donc, c'est vraiment, jusqu'ici, pour le moment, c'est quand même les deux plateformes qu'on préconise de lancer les deux. Souvent, les propriétaires, ils se lancent beaucoup plus facilement sur Airbnb, d'eux-mêmes, parce que la plateforme est beaucoup plus simple d'utilisation, c'est plus user-friendly. Booking, c'est quand même, on peut se le dire, c'est vraiment une grosse galère, surtout pour les avoirs, pour avoir les autorisations. Par exemple, pour valider le logement, parfois, ils envoient un courrier avec un numéro, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué, et surtout en termes d'interface, c'est pas si simple d'utilisation, donc il y a beaucoup de propriétaires d'eux-mêmes, ils se lancent que sur Airbnb, mais on a constaté qu'à chaque fois qu'on en rajoute Booking, c'est toujours bénéfique pour le chiffre d'affaires. Donc jusqu'ici, il faut avoir les deux, peut-être d'ici quelques années, ça va évoluer, mais pour le moment, c'est comme ça. Alors, autre sujet, je pense que c'est une question que vous devez certainement avoir régulièrement, les réglementations. Comment adaptez-vous votre business model? Parce qu'en France, on le sait tous, il y a 150 000 lois dans tous les sens. J'imagine que c'est une question qu'on vous pose régulièrement dans vos conférences en ligne. Exactement. Dites-nous tout par rapport à cette objection. Oui, mais moi, dans ma ville, je suis limité à 120 jours par an, X, Y, Z. En fait, je vous laisse tout me dire. ce qui est trop marrant là-dessus, c'est que ce qui est horrible avec le gouvernement français, c'est qu'il crée tout le temps, tu sais, un sentiment d'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, tu commences à négocier un truc. Par exemple, là, il y a eu une loi fin 2024 qui a été passée, qui s'est en plus appelée loi anti-Airbnb à la base quand ils l'ont négociée. Donc là, c'est bien clair. C'était au moins, on n'y va pas à moitié. Et ils ont commencé à en discuter un an avant. C'est-à-dire que pendant un an, tu vois, tu as eu de l'incertitude. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que nous, on entendait le plus parler, c'est à chaque fois que BFM, tu sais, reprend le truc. C'est pas vraiment quand ça se négocie à l'Assemblée, c'est suivant si BFM en parle ou pas. Ce qui est quand même particulier. Mais moi, ce qui était marrant, c'est que tout le long de cette loi, je disais à Olga, ils sont en train de travailler pour nous. Ils sont en train de travailler pour nous. Ils sont en train de travailler pour nous. Et en fait, pour la petite anecdote, moi, de 2013, je suis arrivé sur le marché Airbnb. Donc, ça fait longtemps. Et en fait, le nombre de fois où j'ai vu des réformes, des trucs, etc. En plus, tu sais, un autre marché sur lequel j'ai beaucoup explosé, c'est la cigarette électronique. Et même combat, tu vois, genre, tous les 2 ans, t'as une nouvelle loi qui, soi-disant, va tout tuer, enfin voilà. Et finalement, on est toujours là et ça marche toujours bien. En fait, je vais prendre vraiment l'idée de la dernière loi. Je pense que c'est très important de comprendre pourquoi je dis que le gouvernement était en train de travailler pour nous. En fait, ce qu'ils ont fait, si tu veux, il y avait un truc qui était énorme en France, qui était fou, c'est que tu pouvais louer sur Airbnb, déclarer tes revenus à la fin de l'année sur Airbnb, ne mettre aucune charge, avoir 71% d'abattement. Ça veut dire que tu avais fait, 100 000 dans l'année. Bah, en fait, des gens prenaient que 29 pour aller calculer tes impôts. Tu vois, et tu t'étais que là-dessus. Donc, en fait, qu'est-ce que faisaient beaucoup de gens aujourd'hui? Bah, en fait, ils géraient avec la petite femme de ménage, tu vois, la petite mamie qui est au premier étage, la gardienne de l'immeuble, etc. Petit billet au black, on y va. On n'a pas besoin de déclarer grand-chose. Et puis, arrivé à la fin de l'année, bah, en fait, on a cet abattement de 71%, on paye pas beaucoup d'impôts et tout va bien. Et donc, le gouvernement a dit, bah ça, on enlève. Et ils ont dit maintenant, il va falloir que on veut que des pros. Bah ouais, ils se déclarent. On veut plus de black. Exactement. Okay, et donc eux, ils ont dit à la base, ça va réduire le nombre de Airbnb. Mais moi tout de suite, j'ai dit, attends, un propriétaire qui fait x2 ou x3 sur ses loyers, il va réfléchir avant quand même à qu'est-ce qu'il a comme solution avant d'abandonner la poule aux œufs d'or et de remettre. Et aussi tous ces gens qui ont des résidences secondaires. Parce qu'en fait, il y a un moment, ta résidence secondaire, si tu mets un locataire à l'année dedans, bah tu y vas plus. Donc en fait, complètement. Voilà. Donc ça va pas relibérer du logement pour les gens. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors aussi avec un travail éducatif qu'on sait faire au niveau vente et tout ça auprès de nos proprios. Mais effectivement, les gens, ils passent au réel, tout simplement. Et là, si tu passes au réel, quel est l'intérêt? Tu veux des charges. Donc la conciergerie, avant, tu la voyais un peu comme un truc qui va te coûter de l'argent. Là, tu la vois comme une charge. C'est tout de suite un argument quand même vraiment supplémentaire. Janvier, donc la loi passe en décembre. Janvier 2025, record de tous les temps. On n'a jamais attrapé autant de logements. Et voilà. Et ce qui était drôle, c'est quand j'avais vu les débats à l'Assemblée, il y avait quand même eu un député qui intelligemment avait dit « Mais on fait pas une étude d'impact avant de voter ?» Et c'est la même chose, la même question. Tu avais vu peut-être passer ce truc sur aussi les lois, la loi de finances 2025 sur d'autres sujets. Mais encore une fois, pas d'étude d'impact, ça a donné ce résultat, quoi.
Mais on est vraiment très content parce qu'au final, la loi anti-Airbnb, on l'appelle la loi pro-conciergerie. Et tout ce qui peut un peu desservir les propriétaires, au final, ça sert la conciergerie. Parce que même, par exemple, quand on a parlé tout à l'heure des restrictions qu'il peut y avoir dans les villes. Donc, pour les propriétaires, donc c'est pas spécialement cool. Mais par contre, quand tu es une conciergerie, c'est un avantage. Parce qu'en fait, comme tu choisis tes clients et tu vas choisir à travailler avec les clients qui ont déjà des autorisations, qui ont déjà fait, par exemple, un changement d'usage ou des choses comme ça. Et forcément, tu sais que ces logements vont être les plus rentables parce que la concurrence, par rapport à la concurrence, ils vont justement ressortir. Donc, au final, à chaque fois, quand on prend n'importe quel angle de la réglementation, on dit c'est vraiment très avantageux pour la conciergerie. On est quand même mieux de gagner de l'argent grâce au logement des autres, ne pas les acheter, ne pas avoir des responsabilités en cas de problème, mais on peut quand même s'enrichir avec. Donc, d'où l'opportunité du moment, je pense, qui va durer encore quelques années. Peut-être d'ici 4-5 ans, ce serait déjà trop tard parce qu'il y aura trop de conciergerie. Mais aujourd'hui, c'est le moment de se lancer. En fait, j'ai juste ajouté un petit truc pour les propriétaires, mine de rien aussi, on s'est rendu compte, parce qu'au début on dit c'est une aubaine pour nous, et en fait les propriétaires nous ont rejoints, et en fait il y en a plein, on les a fait passer en zéro impôt. C'est-à-dire qu'en fait finalement avant, ils payaient, je sais pas, enfin voilà, sur la base des 29%, ils payaient leurs impôts, et en fait on est arrivé, on leur dit passe au réel, voilà, on a expliqué, on a même fait une petite formation, tu vois, pour tous les propriétaires qui nous rejoignent, de comment le faire très simplement, parce que c'est pas dur du tout, la seule chose c'est de garder ses factures comme on pourrait le faire avec une société, et en fait aujourd'hui on a un taux, je sais plus 80, enfin, c'est genre plus de 80% des propriétaires. Toutes les factures que les propriétaires ne passaient pas par le passé, Exactement. le mettent, et du coup le taux d'imposition est restreint. Exactement. Voire il tombe à zéro pour beaucoup. Tu vois, donc, trop bien, c'est cool. Et tout en gagnant de l'argent, évidemment, quand même. Et dernier point aussi, c'est que souvent, les restrictions, c'est un truc qui fait peur aux gens. Mais aujourd'hui, il faut quand même se dire, je crois, alors on me fact-checkera s'il faut, mais je crois qu'il y a un truc comme 40 000 communes en France, par exemple, dans toute la France. Et je crois qu'on doit être à 60 communes qui ont mis réellement des restrictions à aujourd'hui. Là, je parle pour tout ce qui est résidence secondaire. Pour résidence principale, évidemment, on est restreint quoi qu'il arrive à 120 jours et maintenant dans certaines à 90. Mais pareil, ça va toujours dans le sens de ceux qui se professionnalisent parce que la résidence principale, ils tendent de plus en plus à l'enlever en fait d'Airbnb, réduire le nombre de dates. Si tu réduis le nombre de dates sur les résidences principales, toutes les résidences secondaires et les gens qui louent vraiment à l'année, ce qui est notre cible aujourd'hui en conciergerie, il y a encore plus de place pour eux. Et tu vois, par exemple, Airbnb à Paris, tous les logements qu'on peut attraper qui ont les numéros d'autorisation, mais on y va, mais les deux pieds dedans et on y va à fond parce que tu arrives à sortir des montants j'ai un exemple comme ça là en tête d'un T2 qu'un de nos membres gère, qu'on a livré à un de nos membres. C'est simple, c'est 1 400 € par mois minimum de commission pour la conciergerie. C'est un T2, t'imagines? C'est normal. Énorme. T'es à Paris, autorisation, il y a toutes les autorisations qui sont là, ça cartonne parce que il y a un manque en fait, tout simplement. Et la DPE, la loi climat, est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est des questions que vous avez régulièrement ou dites-nous tout aussi par rapport à ça. Excellent, le DPE, ça faisait partie de cette loi anti-Airbnb et c'est là où des fois je me dis que nos députés, ils doivent faire du Airbnb, c'est pas possible. Parce que la loi devait être votée et on a dit oh là là, ça y est, maintenant il va falloir se mettre aux normes. Hein. Alors t'imagines quand même le DPE, ça fait déjà, je sais pas, peut-être 4-5 ans que c'était complètement obligatoire. Et à chaque fois c'est repoussé et ça a été mis en place au 1er janvier 2025. On ne peut plus louer lettre F. C'est ça, exactement. Je crois que c'est F. Exactement. F. Et là, en fait, ils ont dit, ça devient obligatoire. Et là, tout le monde a titré, voilà, le DPE obligatoire. Ouais, t'as 10 ans pour te mettre aux normes. Alors, sauf quand même, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui... sauf si tu as un changement d'usage à faire, donc ça c'est dans les villes dans lesquelles il y a une restriction éventuellement, ça se peut qu'on te demande un changement d'usage, et dans ce cas-là, il faudra que tu présentes un DPE valide. Voilà. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est quand même un avantage, tu refais ton logement, moi je me verrais pas refaire un logement sans réisoler, sans faire ce qu'il faut quand même, parce que derrière, tu vas le regagner largement, et il y a un truc qu'il faut pas oublier, je pense, si les gens sont investisseurs, moi il y a toujours un truc que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut pas oublier que les travaux, etc., ça suit l'inflation. Et donc en fait, quand tu achètes un bien, si tu fais tes travaux aujourd'hui, ils te coûteront toujours moins cher que de les faire dans 5 ans. Donc en réalité, t'es mieux de le faire aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, ton DPE est bon, tout est bon, t'es OK. Complètement, et souvent on veut repousser et l'objectif c'est une nouvelle fois avoir une belle expérience client. Si la personne se gèle directement dans votre appartement, il y a une probabilité qu'elle mette une mauvaise note est assez importante. Ou qu'elle t'augmente le chauffage énormément, le coût d'énergie. Soit tu mets la clim à fond, soit tu mets le chauffage, ça c'est clair. Maintenant, j'aimerais qu'on véhicule la partie mindset
puisque c'est toujours, on sait tous, la clé de la réussite. Quelles qualités faut-il absolument avoir pour réussir dans ce business, selon vous? Quelles sont un petit peu les 3 à 5 qualités majeures qu'on doit avoir et comme ça on est sûr à 100% d'avoir le succès? Je pense qu'une première chose, c'est déjà d'aimer les gens, d'aimer le contact, de vouloir faire du bon travail aussi, de pouvoir apporter du bon service aux voyageurs, aux propriétaires. Donc ça, c'est vraiment, je pense que la qualité numéro 1, c'est de vouloir faire du bien aux gens. Et d'ailleurs, on en rigole beaucoup avec Loïc parce que parmi nos membres qui nous rejoignent, il y a vraiment de tout type de métiers. Il y a des personnes qui ont été agriculteurs, jardiniers, boulangers, enseignants, policiers, mais on a beaucoup d'aides-soignantes, des infirmières, des personnes qui sont issues du milieu médical. Et je pense qu'il y a des synergies avec la conciergerie parce que quand on a envie de faire du bien aux autres, donc ça peut aussi aller sur ce secteur-là. Et quand on veut apporter du bon service, donc ça compte. Donc ça, c'est pour moi la première qualité. Et par la suite, en réalité, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de vraiment formation particulière. Si tu as cette envie en toi de faire du bien et d'apporter le meilleur service, en réalité, le métier, il est quand même très, très simple parce que, mis à part des communications avec les voyageurs qui sont déjà automatisées, donc, il y a vraiment juste des demandes spécifiques. Est-ce que vous avez en lit-bébé ? Oui, madame, on est en lit-bébé. Donc, quelqu'un aujourd'hui, en plus, grâce à l'IA, aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut rédiger les messages sans faute d'orthographe, sans erreur. Et dans n'importe quelle langue. Dans n'importe quelle langue. Donc, ça a quand même beaucoup facilité. Donc, il n'y a même plus besoin de cette compétence d'être fort en orthographe. Donc, l'IA est fait très bien pour nous. Et donc, mis à part vraiment communication, il n'y a pas beaucoup de compétences requises. C'est pas comme se lancer dans la bourse, dans l'e-commerce, où il y a vraiment besoin de compétences techniques. Je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi le fait qu'on a beaucoup processé en fait la conciergerie. Aujourd'hui, on a 700 pages de process différents, tu vois, sur la conciergerie. C'est Olga, tu es une malade du process et bravo d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Mais effectivement, une fois que tu arrives avec les bons process, effectivement, tout le monde peut le faire. Mode d'emploi, mode Ikea. Exactement. C'est ça. Ce qui est marrant d'ailleurs sur notre chaîne, on a énormément de success stories de nos membres. Et en fait, bon, le gars a cité des métiers un peu classiques, mais on a aussi une magicienne, une personne qui est magicienne qui se produit sur scène. On a un pilote de jet privé par exemple aussi. Excellent. Voilà. On a une pilote d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier Mais je pense qu'on va écrire en livre avec tous les métiers. Voilà, ça va de gestionnaire à la CAF à ingénieur aéronautique à avocat. On a même un maire d'une commune. Un maire d'une commune. On va pas dire laquelle parce qu'il voulait rester discret. Mais en fait, ça veut dire que tout le monde peut faire ce métier. À partir du moment où tu peux parler, t'aimes bien et des retraités. On en a. Voilà. Et des étudiants. Le complément de retraite. Et on a aussi des étudiants. 17 ans. Okay. Il s'est associé avec son papa qui est policier et il vient de passer son bac et il gère sa conciergerie. Donc comme quoi, tout est possible, tout le monde peut le faire. Je crois que la personne doyenne, entre guillemets, c'est 71 ans, je crois. Okay. Et donc, on a de 17, tu sais, c'est 7 de 17 à 71, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ouais. Et comment vous gérez? J'imagine que vous avez peut-être des fois des demandes de plusieurs personnes dans la même ville. Est-ce que du coup, vous dispatchez la personne dans une autre ville? Donc, prenons un exemple tout bête. Si vous avez 4 personnes de Saint-Étienne qui vous demandent un service de conciergerie clé en main, comment vous gérez cela? Et est-ce que c'est encore le cas ou à l'inverse, vous n'avez jamais été confronté d'avoir plusieurs personnes dans des petites villes? Si vous êtes Paris, là, c'est évidemment, vous pouvez avoir 25 personnes qui sont à Paris ou beaucoup plus. Dites-nous tout. Déjà, la première chose, comme disait Loïc, généralement, ce qu'on conseille à nos membres, c'est de ne pas prendre les biens à côté de chez eux ou dans leur secteur. C'est vraiment essayer de les prendre le plus loin possible pour justement se servir de ce bac à sable et apprendre à gérer à distance, parce que c'est que comme ça qu'on peut vraiment pouvoir développer la conciergerie sur l'échelle nationale. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose, même s'il y a plusieurs conciergeries dans la même ville, ça pose absolument aucun problème, parce que, comme on avait dit, rien que sur Airbnb, il y a plus d'1 million de logements aujourd'hui. Ça veut dire que si la conciergerie, elle gère 10 biens, à Saint-Étienne, si un autre gère 15 biens à Saint-Étienne, elles vont pas du tout se concurrencer, même au contraire. En fait, moi, je vais apporter un petit plus là-dessus. Tu vois, j'ai connu le marché de la cigarette électronique au même moment, je pense, qu'on a connu le marché de la conciergerie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un truc qui est sûr dans le business, c'est que quand tu as le vent dans le dos, c'est quand même vachement plus facile de monter, tu vois. Si demain, je sais pas, on devait se lancer dans le papier, dans les journaux papier, on a beau être les meilleurs entrepreneurs du monde, ça va être vachement plus dur.
Et en fait, il y a un truc que j'ai vécu dans la cigarette électronique notamment, c'est que tant que c'est monté, on était tous amis. Tout le monde était copain, c'était génial parce qu'en fait on avait tous nos chiffres d'affaires qui étaient en croissance, on ouvrait tous des magasins dans tous les sens, tout était génial, donc voilà. Et à un moment le marché s'est tendu un petit peu parce que bah oui c'est normal, c'est la coupe de vie du produit, à un moment le marché se tend un peu. Et au moment où il s'est tendu, bah effectivement là t'as vu, bah il y a des gens qui ont dû refermer, il y a eu des trucs parce qu'ils travaillaient moins bien. Et en réalité je pense qu'on va vivre la même chose dans la conciergerie, c'est-à-dire qu'en fait là on est dans ce marché croissant qui grimpe, donc là aujourd'hui, je veux dire même demain on a 1000 membres, 1000 membres, ils peuvent tous prendre 1000 logements chacun, tu vois, avant de se faire concurrence. Donc il n'y a pas d'histoire de concurrence, au contraire s'il y a 3 personnes dans une même ville, bah, on va les mettre en connexion pour qu'ils se tirent la bourre entre eux et pour qu'ils soient plutôt eux-mêmes face une équipe c'est une équipe aller de l'avant. et tu vois y aller de l'avant Et ça qui va être s'entraident génial. aussi, même par exemple pour la recherche des prestataires de ménage ou pour la recherche, par exemple, tu vois, des prestataires style électricien ou serrurier. Le fait d'être en groupe, d'être en groupement, bah, ils s'entraident. On a plusieurs membres, par exemple, qui sont souvent dans les mêmes villes. Et c'est plus bénéfique pour eux parce qu'ils se partagent des bons plans. Voilà. Pour le moment, on n'a vu que du positif là-dedans. Et c'est pour ça, en fait, sur un marché croissant, comme disait Loïc, c'est beaucoup plus simple d'être ami avec l'immense avec avantage tes de votre concurrents. business model, c'est que quelqu'un qui habite à Lille peut très bien avoir un service de conciergerie à Perpignan, pour donner un exemple. Exactement. Donc ça permet de diluer toute la demande. Donc ça, c'est fantastique. Ouais. Exactement. Et tu voulais dire peut-être un point additionnel? Non, c'était juste, oui, c'était juste par rapport justement à ce marché simplement. Je disais que pour moi, tu vois, on a encore. Bon, après, j'adore jouer à Madame Irma dans la vie et je me trompe quand même. Je dirais rarement, donc, destination 2030, pour moi, mon point de vue. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a 5 ans. On a 5 ans devant nous, là encore, de bons boulevards. Et après, dans 5 ans, quand le marché va se tendre, je pense que ça fera exactement pareil que cigarette électronique ou autre que j'ai vécu dans Ou le même passé. la formation en ligne qu'on a tous connue. Oui, Exactement. Voilà. En fait, c'est pas. Après, une fois que tu es. Alors, l'avantage par rapport à la formation en ligne, c'est comme c'est de la récurrence que tu as et comme tu seras installé sur un secteur, les gens qui seront là, le gars qui a 20, 30 logements, 40 logements sur un secteur, il sera présent. Oui, il ne se fait pas détrôner par un nouvel arrivant comme le online où on se fait détrôner par quelqu'un qui peut débarquer de nulle part. C'est ça, exactement. Et là, par contre, pour les nouveaux arrivants, ce sera dur. Ça c'est sûr. Ouais. Je pense que il faut pas trop tarder. Quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est aujourd'hui qu'il faut se lancer ou peut-être dans 6 mois, mais en tout cas pas attendre 5 ans parce que les gens ils vont se retourner, ils vont dire ah c'est vache, et puis ils vont se lancer à ce moment-là, ils vont dire ah mais c'est vachement plus dur que je pensais. Bah oui c'est normal. T'arrives après. C'est comme le Bitcoin, tu vois aujourd'hui. Oui. T'arrives quand le Bitcoin est à $100 000. Ah oui, c'est pas donné. Bah oui. C'est ça. T'arrives 15 ans après, donc forcément le prix est différent. C'est ça. Alors j'aimerais qu'on revienne sur la partie cash et fiscalité. Donc combien peut-on espérer gagner avec un à plusieurs biens? Et ensuite, quelle est la fiscalité française? Donc, on a évoqué aussi la notion de réel. Vous avez déjà donc 1000 investisseurs que vous avez déjà accompagnés depuis le lancement de votre service? Non, on est à, je sais pas, peut-être 250 quelque donc chose. 250, ok. Donc du coup, sur les 250, j'imagine qu'il y a une fourchette très hétérogène entre la personne qui a le moins et la personne qui a le plus, quelle est à peu près la tendance. Et est-ce qu'on peut aussi remplacer un salaire, parce que j'imagine que beaucoup de personnes font peut-être pour ça donc complément de revenu évidemment, et pour ceux qui peuvent peut-être même carrément remplacer leur salaire, bingo, liberté financière, et surtout ils récupèrent la valeur la plus précieuse, le temps, pour potentiellement faire une reconversion ou avoir un autre projet additionnel en plus de ces services de conciergerie clé en main. Je vous laisse tout nous partager. Je vais te laisser répondre, je vais juste donner une data juste avant. Il y a un truc qui est assez fou, c'est que 27% de nos membres, c'est la véritable stat, c'est 27% de nos membres ont quitté leur job en moins d'1 an. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une grosse envie de se dire, dès que je peux remplacer mon salaire, j'arrête mon job, je récupère mon temps. Très drôle, c'était, je pense à Gaëlle notamment, qui l'autre jour nous dit, elle vient dans un live avec nous, et puis elle dit, en fait, ce qui est fou, c'est que je vous ai rejoint il y a 1 an jour pour jour, c'était marrant, elle s'est retrouvée dans un live avec nous 1 an jour pour jour, et elle dit, en fait, quand je vous ai rejoint, jamais j'avais envie de quitter mon travail. Et en fait, là, je l'ai quitté il y a 2 semaines, mais en fait, jamais, je voulais pas, mon travail, je l'aimais. Mais en fait, 1 an après, c'était une évidence. Et je le quitte, en fait, il n'y a même pas à hésiter. Et ça, c'est quand même excellent. Ouais, c'est très beau. Et en fait, en termes de résultats, comme tu as dit, ça peut être hétérogène. Mais comme on a des critères de sélection pour les biens
qu'on va livrer à nos membres. Donc, on refuse aujourd'hui à peu près entre 30 et 40% des biens qui viennent à nous, c'est-à-dire les propriétaires qui nous contactent pour travailler avec nous, on refuse 30 à 40%. Ah, d'accord. Donc, le propriétaire dit j'aimerais vous confier mon bien dans votre service de conciergerie Exactement. et vous dites On fait l'étude de par rapport à tous les rentabilité, critères, on fait l'étude du ok. secteur et on prend la décision en fonction de ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, le minimum syndical, minimum de chez minimum, pour la conciergerie, c'est entre 300 et 400 euros par mois, par bien. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, ça veut dire Voilà. que si on gère 3 biens, bah déjà, on a son 1000 euros par mois en revenu passif Exactement, qui tourne. exactement. Et ça, c'est vraiment le minimum syndical, ce que les résultats de membres prouvent. Il y en a qui génèrent 1 200 euros par mois par bien, il y en a qui sont à 900 euros par mois par bien, mais on préfère toujours rester réaliste. Donc, Ouais. en termes de résultats qu'on annonce et des biens qu'on prend justement dans la gestion pour pouvoir les livrer à nos nouveaux patrons de conciergerie. Donc voilà, on part sur la fourchette entre 300 et 400 euros par mois par bien. Et bien sûr, tout ce qui est du plus, bah, c'est que la bonne surprise. Et en effet, on a plusieurs membres, comme a dit Loïc, qui ont permis non seulement à eux-mêmes de quitter leur travail, mais aussi à leurs membres de leur famille, par exemple la femme, le mari, qui ont pu également quitter le travail et s'associer ensemble dans la conciergerie. On a beaucoup de couples qui se lancent. J'imagine, c'est intéressant, peut-être la stat sur les 250 investisseurs que vous ont rejoints. Est-ce qu'il y a 10 personnes qui ont acheté 2 services de conciergerie ou 3 services de conciergerie? J'imagine que certains sont passés plusieurs fois dans le process parce que ça marche avec un, mais j'ai mon cousin qui habite à tel ou tel endroit qui aimerait faire la même chose et ainsi de suite. Pas mal de recos comme ça. Ouais. Et surtout aussi, après nous, on a quand même un critère numéro 1 qu'on demande impérativement. On veut absolument que nos membres, on veut pas de investisseurs en fait dans nos membres. Ah d'accord, donc le mot que j'emploie finalement, c'est pas votre avatar. Exactement. En fait, si tu veux, nous, on a eu des gens qui sont arrivés un petit peu au début avec cet état d'esprit et en fait, on aime moins parce qu'aujourd'hui, quand même, notre objectif numéro 1, c'est vraiment de faire grandir le groupement. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, dans notre vision, c'est aujourd'hui, effectivement, ce qui rapporte de l'argent, c'est de vendre des conciergeries, mais il y a plein de services en fait additionnels qu'on fait pour nos membres. Par exemple, on est devenu distributeur d'une marque de boîte à clés. C'est nous qui sommes distributeurs pour la France. Okay. Il y a plein de choses qu'on ajoute. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'est de bifurquer un moment parce que le marché, à un moment, il va être mature. On va pas vendre des conciergeries jusqu'à la fin. En 2030, voilà. Et l'idée, c'est pas de lâcher tout le monde en 2030 en disant désolé, maintenant le marché est mature, démerdez-vous, tu vois. Et donc l'idée, c'est de bifurquer au fur et à mesure et même avant 2030 vers un modèle où on va plus vendre de conciergerie, mais où on va simplement proposer des services et aider en fait nos membres et vivre en fait que le groupement vive par les services en fait qu'on pu être là. Donc nous, ce qu'on demande à nos membres en face, c'est impérativement, c'est un critère numéro 1, c'est est-ce que tu as envie de développer, est-ce que tu as vraiment envie d'y aller, et aussi parce que pour nous, ça nous semble obligatoire parce que ça reste de l'entrepreneuriat et si tu n'as pas la volonté de développer, si tu viens vraiment en mode passif, tu vois, c'est comme faire de l'immobilier. En vrai, tu fais de l'immobilier, c'est pas 100% passif. En réalité, je veux dire, si tu n'as pas envie de te motiver un minimum dans ton bien, ça se passe pas exactement comme il faut quand même t'intéresser à ce que tu fais. Si tu veux du 100% passif, pour moi, c'est prends un ETF SP500, voilà, en bourse. Voilà, mets ton argent dessus et on est là. Donc, c'est un petit peu l'idée. Il y a des rentas qui peuvent être, quand quelqu'un achète une conciergerie chez nous, suit le programme de développement avec nous, en gros, il est à plus de 100%, enfin, son investissement peut être rentabilisé en gros en 1 an, tu vois. Donc, ce qui est un très beau. Mais à l'inverse, il y a un travail en face. Tu peux pas dire c'est 1 an et en plus tu restes dans ton canapé à dormir. Par contre, c'est sûr que le temps passé par rapport au revenu gagné est quand même très 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 intéressant et très, très avantageux, quoi. Parce qu'en termes de temps, les membres consacrent 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 10 heures par semaine. Quelle est un petit peu la tendance que vous consacrez? Ou alors peut-être qu'il y a 30 jours on doit consacrer plus ou moins un temps plein, mais ensuite, justement, on est en mode 1 heure par semaine pour gérer. Dites-nous tout un petit peu par rapport à cela. Donc, sur la gestion en elle-même, 1 heure par semaine, c'est tout à fait suffisant. Après, voilà, ça dépend aussi du nombre de biens. Si tu as 3 biens, on va dire si on a 3 biens. Voilà, 3 biens, donc c'est 1 heure par semaine, c'est largement suffisant. C'est d'ailleurs pour ça, il y a beaucoup de nos membres. Il y en a qui quittent leur travail, mais il y en a qui adorent faire ça à côté de leur travail. J'ai un complément de revenu, je prends mes 700 euros, 500 euros, 1000 euros. C'est tout à fait compatible, il n'y a aucun problème. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, le plus grand temps qui doit être dédié justement au développement de leur conciergerie. Donc là, au début, ils passent un petit peu plus de temps parce que justement, il y a tout ce réseau à tisser, d'aller rencontrer des agents immobiliers, les offices de tourisme dans leur ville. Mais après, c'est exponentiel les résultats parce qu'en fait, plus tu as tissé ton réseau, tu as travaillé beaucoup au début, tu n'as peut-être pas eu beaucoup de résultats dans les premières semaines, mais par contre,
quelques semaines, mois après, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler. Donc, toutes les graines que tu as semées au début, ça va revenir et ça va justement t'apporter des résultats peut-être quelques semaines ou mois après. Et c'est surtout, c'est ça le temps que nos membres investissent pour agrandir leur conciergerie, mais en réalité, en gestion, comme tu dis, 1 heure par semaine ou voilà, 15 minutes par jour. Parfois même, tu as des semaines qui passent sans que tu aies du temps à passer, parce que si tu as une longue résa, par exemple... Oui, si quelqu'un a fait résa 10 jours ou 8 voilà, jours, tu il y fais a rien rien, de tu n'as spécial, pas de prestataire de ménage à gérer, rien. Et parfois même, nos membres, ils s'inquiètent, ils disent... voilà, il envoie quand même les messages aux voyageurs, tout va bien, voilà, c'est quand dites-moi t'es pas en plus. habitué à avoir des revenus passifs, de l'argent sans rien faire. C'est ça. C'est bizarre que je suis payé, mais j'ai rien fait. C'est normal. C'est ça. Puis c'est comme tout, parce qu'en fait, nous, au départ, on leur fait passer une certification chez nous, parce que, en fait, si tu veux, on engage aussi notre image. Donc, quand Je comprends. on confie, tu vois, il y a un Vous moment... avez Cardin Conciergerie. Oui, parce qu'on a chassé branding avec et- notre nom, ouais. Voilà, C'est ça. je Et puis en comprends. plus, en face, tu sais, tu vas avoir t'as tous nos membres aussi, vis-à-vis de qui on doit faire gaffe aussi à qui on fait rentrer aujourd'hui, tu vois. Donc, bref, on est Sélectif. on est sélectif là-dessus. Mais par contre, au début, donc on leur fait passer cette certification, et au début, forcément, j'ai envie de rajouter ça quand même, c'est que, comme toute chose nouvelle que tu fais, au début, tu vas passer un petit peu plus de temps, mais dès que tu as l'habitude, c'est comme disait Olga, c'est une fois que ça fait 4 semaines, 5 semaines que tu gères ton bien. Et par contre, ce qui est même contre-intuitif, c'est que tu ne gères que s'il y a un problème, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tant que ça va, t'as pas grand chose à faire comme c'est automatisé. Par contre, s'il y a un problème, et des fois, on sait ce que c'est la courte durée, tu peux avoir une même semaine, tu peux avoir 3-4 problèmes qui se sont enchaînés. Là, tu as passé 3-4 heures de travail, et puis pendant un mois, tu peux ne pas avoir eu de problème et finalement avoir passé 10 minutes, un quart d'heure, que ce soit à peine plus que répondre à un message d'un pote de temps en temps, que ce soit à peu près le même niveau de travail, quoi. C'est ça, quoi, effectivement. Est-ce que vous avez traqué les membres ont quoi? 3 biens en moyenne, 2,3 biens, 4,5 biens? Est-ce que vous avez une petite tendance ou, Alors, ou plutôt un bien parce que les gens veulent... voilà, quelle est un peu la tendance des services de conciergerie que vous accompagnez? Nous, en général, nous, quand on va commercialiser, on va nous commercialiser en gros entre 1 et 3 biens, souvent au démarrage. Tu as un petit peu 2 typologies. Tu as des personnes en fait, qui veulent avant tout les process, etc. Un premier bien, ça leur permet d'avoir le bon bac à sable, d'avoir déjà leur preuve client, c'est suffisant, c'est OK. Et puis, des gens qui vont nous en demander un petit peu plus. Donc, en général, c'est 3 biens. C'est assez rare qu'on livre au-dessus. Donc, ça les gens souvent souvent s'arrêtent Ça à nous 3 est biens. déjà arrivé. On a eu des personnes qui ont même pris 10 biens ou voilà, 15 biens, mais c'est en rare. général, ça C'est plutôt entre 3 et 4 biens pour l'écrasante majorité des gens. Ouais, je veux dire entre 1 1 et et 3. 3 en Ouais, 1 et réalité. 3. Et la tendance aujourd'hui, c'est même plus pour le 1, parce qu'il y a beaucoup de nos membres qui ont constaté, ceux qui ont pris par exemple 3 biens, ils se disent, si je devais tout recommencer de zéro, j'aurais pris un bien, donc j'aurais investi dans une conciergerie plus petite. Mais justement, maintenant, comme j'ai tous les process, je sais comment m'agrandir et comment me développer, j'aurais fait ça. Donc, il y en a beaucoup. Et donc là, la tendance aujourd'hui, c'est plus de prendre un bien et développer à fond grâce à notre accompagnement. Et à 1 an, la plupart de nos membres sont 8 biens, 10 biens. Et après, on a, pour l'instant, on a quelques-uns qui explosent bien les chiffres, qui sont à plus d'une trentaine. Et là, à plus d'une trentaine, c'est le mari, la femme, tout le monde a arrêté de bosser, ils sont dedans. Mais c'était drôle parce que il y avait un coaching là, avec une quarantaine de membres là, il y a 15 jours. Et il y a un de nos membres qui me dit oh putain, je m'en sors pas, là, j'ai trop de biens à préparer. Tu sais, qui était vraiment. Et c'est marrant parce qu'il y a 1 an, je pense que ça a été un des plus lents pour rentrer ses premiers biens, tu sais, ou à tisser le réseau et tout. Et là, et puis je lui dis, arrête de prospecter. Il me dit, mais j'ai arrêté il y a 2 mois, mais ça continue à rentrer. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait arrêter de travailler sa femme pour faire en plus, tu vois, pour préparer des biens en plus. Parce que c'est vrai que ce qui est long, en fait, c'est de préparer le bien. C'est les 30 premiers jours pour tout mettre en place. Exactement. Et donc, du coup, c'était marrant. Je lui dis, arrête de prospecter. Il me dit, mais j'ai arrêté il y a 2 mois. Okay. Le bouche à oreille en sa faveur. Et du coup, vos meilleurs élèves, 3 cas par mois, 5 000 € par mois. Quelle est un peu la tendance du top 3? Ça peut même aller au-delà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dépassé les 10 000 par mois? Ouais, on a. T'en as un ou deux quand. C'est marrant parce que en fait. C'est intéressant de savoir où est le record pour voir la limite par la même occasion. C'est ça. Alors comparé au business en ligne, ce qui est marrant, c'est que nous, ils ont quand même plus de mal des fois à parler de combien réellement tu sais. Oui, parce qu'il y a moins cette liberté du cash et de la transparence sur toi. Je comprends. Mais on a un membre, par exemple, c'était marrant en interview, il m'a dit, il sortait pas le chiffre, mais il dit, j'ai mon beau-frère qui est vétérinaire en Suisse, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je gagne plus d'argent que lui. Tu vois, il te donne un peu la comparaison. La fourchette. Donc, la bonne comparaison. Il est pas mal. Mais je dirais que oui, sortir 10 000 € c'est complètement
possible, mais je veux surtout pas vendre du rêve. C'est-à-dire que je pense que la conciergerie, c'est quelque chose qui permet de s'émanciper, c'est-à-dire remplacer en salaire. Est très simple avec ça. Et ceux qui dépassent les 10 000 euros, c'est quand même des gens qui ont tapé fort dedans. Enfin, tu vois, Oui, nous qui le connaît, les meilleurs entrepreneurs. on n'est pas voilà. là tu vois, pour vendre du rêve dans la vie. Mais en tout cas, c'est complètement faisable. Tu vas pas devenir multimillionnaire avec la conciergerie. Par contre, tout le monde peut remplacer un salaire et voir atteindre les 10 000 balles si vraiment il s'est bien bougé et qu'il y a été complètement, quoi. Ouais, ce qui est ça aussi, qui est dingue, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, que vous soyez retraité, entrepreneur, salarié, employé, freelance, fonctionnaire. Donc, il n'y a pas de barrière à l'entrée par rapport à ça. Et tout de suite, très rapidement, plusieurs centaines à 1000, 1500, 2000 euros ou plus sur vos revenus. Évidemment, ça, c'est tous les mois. Donc, ça fait une différence énorme sur 1 an, 3 ans, 5 ans, etc. Et vis-à-vis de la fiscalité, j'imagine que c'est là aussi une grande question qu'on vous pose à chacune de votre masterclass. Quelle est un petit peu la tendance? On a parlé du réel. Là encore, j'imagine que les réglementations, les lois peuvent régulièrement être modifiées. Dites-nous tout. Alors, l'avantage avec la conciergerie, c'est que c'est un business. Donc, nous, on recommande, c'est de monter une boîte. Donc, c'est en société. Il n'y a personne qui fait des choses en perso, en suivant votre accompagnement. Entrepreneur, Okay. perso. En fait, on le déconseille parce que si tu veux, l'idéal pour faire de la marge, ça va être d'avoir tes commissions et d'avoir aussi tes upsells que tu vas vendre, donc sur lesquels il y a souvent aussi un peu d'achat, donc c'est bien de pouvoir déduire. Et puis tu vas avoir aussi tes femmes de ménage sur lesquelles tu vas reprendre une petite marge. Et en fait, pareil, si ta femme de ménage, tu es obligé de dire au propriétaire, tiens, prends-la en direct parce que moi je suis micro-entrepreneur, t'as pas de sérieux. Donc si tu veux faire les choses bien, pour moi, société, c'est obligatoire. Et nous, en fait, ce qu'on fait pour nos membres qui nous rejoignent, c'est qu'on fait une étude pour chacun. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'accueille personnellement chaque membre qui nous rejoint. J'ai un call avec chaque membre du groupement. On veut vraiment connaître chaque personne. Donc, j'ai un call qui dure en général à peu près 1 heure, sur lequel on étudie tout. Et en fait, comme on leur monte leur boîte ou on leur recommande quoi monter s'ils n'ont pas envie de le faire avec nous, ils ont le droit aussi. Mais en tout cas, on a notre service en interne pour leur monter leur boîte. Et en fait, on va regarder ce qu'ils ont. Et moi, j'étais super loin. Par exemple, on a un membre qui a vendu sa ferme. Je suis parti avec avocat fiscaliste en call avec lui. On lui a fait gagner énormément d'argent sur la vente de son business. Enfin, on est là pour être présent en fait avec nos membres, c'est important. Et donc fiscalement pour aller au bout, donc on a plusieurs optiques qui font que souvent ils vont pas commencer à payer de l'impôt avant longtemps, parce que par exemple l'investissement qu'ils font auprès de nous, on va enregistrer ça comme une dépense pro avancée à titre perso sur leur société. Ça crée des comptes courants d'associés. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, ils font que récupérer déjà le compte courant d'associés. Donc c'est aussi quand même quelque chose d'intéressant, parce que quand tu achètes une formation, bien souvent comme ta boîte n'était pas montée, tu as payé 2000 balles, 5000 balles et c'est payé un petit peu dans le vent. Là, comme la boîte, c'est dans le cadre de la création de la boîte, c'est dedans. Et donc ensuite, si on doit aller au bout au moment de se payer, ça dépend, c'est exactement la même fiscalité que la plupart des sociétés françaises. Donc c'est-à-dire en gros 30% de flat tax si tu te payes à la flat tax. On va dire si tu es en SARL ou autre, que tu te payes en tant que gérant, tu vas avoir 40% de charges et puis tes impôts personnels à payer en plus. Enfin, ça va être la fiscalité classique des boîtes françaises en fait, tout simplement. Ok. Et aussi, il y a l'optimisation de la TVA qu'on fait aussi pour nos membres. C'est vraiment quand on crée la société pour eux, donc vraiment une partie obligatoire, donc c'est cocher une petite case qui s'appelle franchise en base, donc qui permet justement d'être exonéré de TVA jusqu'à un montant quand même important. Donc ça, déjà, rien qu'avec ça, ça permet d'optimiser. Et ça, c'est des choses, par exemple, que même certains comptables ne le mettent pas en place. Ils le savent justement, même pas. Ils sont pas investis, ils n'ont jamais fait ce type de service et ils ignorent la loi. Souvent, en fait, moi je dis souvent, nous en tant qu'entrepreneurs, on doit prendre l'avis de l'avocat fiscaliste, l'avis du comptable, l'avis de tout ça, mais on doit faire un check de tout ça, un mix et dire finalement c'est ça ma meilleure stratégie et c'est effectivement ce qu'on fait. Alors, en fait, en gros, je vais pas, mais en gros, si tu veux, côté TVA. Si tu fais les choses bien, en gros, c'est 8000 balles de gain entre si tu le faisais, enfin, si tu coches pas la bonne case. L'opti que tu vas faire sur l'investissement, c'est minimum, enfin, sur le fait d'enregistrer, etc., c'est encore à peu près 8000 balles de gain. Enfin, si tu additionnes quand tu fais les choses bien, en France, de toute façon, une grosse partie de la renta de ta boîte, elle dépend de est-ce que tu as bien optimisé fiscalement ou pas. Comme l'IMO, l'investissement IMO, tout à l'heure, on disait c'est à l'achat qu'on fait les bonnes affaires, mais c'est aussi à l'exploitation. Si tu as choisi le mauvais mode d'exploitation, tu vas avoir reperdu très largement ce que tu avais pu gagner en étant intelligent à l'achat, quoi. C'est ça. Ouais, donc déjà, avec les optimisations que vous avez évoquées, tout de suite, on a un retour sur investissement qui est très rapide et ça nous évite de faire des erreurs qui nous coûtent très cher, évidemment. Exactement. Si vous deviez donner un seul conseil à quelqu'un qui veut monter une conciergerie rentable, ça serait quoi ?
Un seul conseil. C'est justement, je pense que de opter pour du clé en main plutôt que d'essayer de se former et de vouloir faire par soi-même. Parce que justement, dans le domaine de conciergerie, pour gagner confiance des propriétaires, il faut avoir fait déjà des choses, avoir déjà eu des expériences des premiers clients. Et le clé en main, c'est une solution parfaite pour ça parce que tu as déjà tes premiers clients, donc tu n'as plus qu'à continuer et développer et tu as déjà la confiance des propriétaires. Donc, s'il n'y a qu'un seul conseil, c'est celui-ci que je donnerais. En fait, avec le clé en main, ce qui est marrant, c'est que tu sais, tu n'as pas de place à la procrastination. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est, quand les gens ils nous rejoignent, 3 semaines après, ils sont patrons de leur conciergerie. Il n'y a pas de « je le ferai dans 6 mois ». La boîte, elle est là. Devenez patron d'une conciergerie clé en main en moins de 30 jours. C'est ça, exactement. T'es patron en moins de 30 jours. Exactement. Et tu peux pas faire la marche arrière. C'est pas comme si parfois les gens ils achètent une formation, ils s'achètent un petit bout de rêve, mais ils restent dans la procrastination. Ils ont appris des choses, mais ils restent sur leur canapé. Là, t'as plus de possibilités. T'as ton propriétaire qui est là, t'as les voyageurs qui arrivent dans ton logement, t'as ta prestataire de ménage qui vient. Donc là, il faut y aller. On n'a plus de place pour remettre à demain. Au procrastiner. Moi, je vais juste rajouter un petit truc parce qu'il y a des gens qui regardent ce truc qui peuvent se dire ah bah oui mais c'est normal tu vends ta soupe entre guillemets mais en réalité c'est un truc tout bête, c'est il y a un moment. Aujourd'hui, on a 700 pages de process autour de la conciergerie. On a pensé complètement en dehors de la boîte. Et souvent, je dis toujours, réinvente pas la roue. Nous, on l'a vraiment réinventé. Pourquoi ? Ça faisait 10 ans qu'on était déjà, en gros, dans le Airbnb. Tu vois, on a démarré même plus de 10 ans. Donc, en fait, on avait, je dirais, un background. Tu as noté toutes les failles pour... Voilà ce qu'on va mettre en place. Dire, on va faire différemment des autres. Et du coup, effectivement, c'est ça qui change. Et on le voit, on a quand même un certain nombre de gens qui nous rejoignent, qui ont déjà des conciergeries, qui ont même déjà... on a un membre qui nous a rejoint quand même, qui avait déjà 27 biens en gestion et qui nous a rejoint parce qu'en fait, il s'en sortait pas. Et une première chose que je lui ai fait, c'est couper 9 biens. Dire, ceux-là, déjà, tu les enlèves. Et ah ouais, mais j'ai vraiment galéré, moi, à les chasser. Ouais, mais ceux-là, tu les enlèves. Et aujourd'hui, c'est le plus heureux du monde, tu vois, d'avoir fait ça. Et ça, je pense que c'est vraiment, en fait, au-delà du clé en main, au-delà de tout ce que tu veux, les process, c'est ce qui est le plus important, en fait, dans la vie et ce qui fait que tu vas accélérer le plus vite. Et surtout, sur un marché croissant, il n'y a même pas à hésiter. Parce qu'en fait, tu te dis, dans 5 ans, ce sera peut-être différent, mais aujourd'hui, c'est le moment de monter en puissance, en fait. Donc, plus tu arrives avec les bons process, les bonnes choses, si on avait pu tous arriver sur le marché, sur, je sais pas, le Bitcoin, tu vois, en 2013. Quand il était à $300. Exactement, ou sur le marché de la formation en ligne, si en 2013-2014, on avait pu avoir un plan de route très exact de ce qu'il fallait faire et se lancer avec le meilleur plan de route, on aurait tous été contents, quoi. Il faut y aller. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller à l'international, donc marché européen, marché mondial? Est-ce que ça s'applique aussi pour nos amis belges, suisses, canadiens ou Afrique francophone? Dites-nous tout par rapport à ça, ou est-ce que vous faites que du Made in France? Quelle est un petit peu la vision de votre service de conciergerie clé en main? Déjà, en termes de membres, on est déjà très à l'international, parce qu'on a des membres qui sont à peu près partout dans le monde. On a des membres au Canada, des membres Martinique, Guadeloupe, qui sont expatriés en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Espagne. Donc, on a vraiment des membres. Maroc, Réunion, voilà, on a vraiment... Il y a carrément tous les fuseaux horaires possibles et des personnes qui gèrent justement à distance grâce à tous nos systèmes d'automatisation, qui gèrent les biens en France. Et après, en termes de biens, on avait dit France, c'est le pays numéro 1 en termes de tourisme. Le tourisme et de biens. Donc, il y a de quoi faire. On a quelques biens aussi, un peu en Belgique, donc un peu dans les pays limitrophes, Espagne. Mais on privilégie quand même la France parce qu'aujourd'hui, le marché en France, il est porteur. Il y a de quoi faire. Donc pour le moment, on est en France, mais pourquoi pas prochainement. Toutes nos marques sont déposées aujourd'hui full en Europe et même en Suisse aussi. Donc il y a une volonté qui est c'est sûr et certaine qui est là. Mais effectivement, en fait, c'est à aujourd'hui le plus gros des biens qu'on livre sont en France. Ouais. Mais les membres peuvent être vraiment partout dans le monde. France sur la livraison. Cependant, si vous êtes tu peux gérer sur la planète, vous pouvez depuis Maldives, depuis Asie. et nos membres aussi développent. En fait, c'est ça qui est excellent, c'est que nos membres sont en train de développer. Par exemple, on a un membre là qu'on a onboardé il y a peu qui va développer en fait au Maroc. Il est parti pour 5 villes. Il a tout un plan. C'est un super entrepreneur. Il a tout un plan de développement. Et puis d'autres membres aussi qui sont partis de beaucoup moins. On a un membre qui est en train de développer en Belgique, une membre qui est en train de développer en Belgique, qui est partie de pas grand chose, qui a eu un bien qui a été livré, tu vois, à Lille, pas très loin, et puis qui est en train de développer en Belgique à côté.
Enfin, voilà, en fait, je dirais qu'il y a autant d'histoires et c'est ça qui est génial aussi. C'est pour ça qu'on adore faire des success stories aussi, en filmer beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à une 60aine là, tu vois, au moment où on fait cette vidéo, quand même, de success stories sur nos membres. Et on adore faire ça parce qu'en fait, je pense que chacun est différent. C'est ça qui est cool aussi, quoi. C'est comme dans le domaine de l'infoprenariat, de tout. En fait, chacun a sa propre histoire. C'est trop bien, quoi. Et l'immense plus-value, c'est vraiment de transformer aussi positivement. C'est un changement de vie pour beaucoup de personnes. Donc, surtout dans une ère d'inflation, d'intelligence artificielle, d'un monde de plus en plus mondialisé, digitalisé, d'avoir cette opportunité, j'imagine qu'à chaque fois, l'émotion doit être assez incroyable. On a souvent la chair de poule. C'est ça. En fait, tous les mois, on organise les rencontres avec les membres qui développent fort, qui ont déjà chassé plusieurs biens. Et à chaque fois, les gens, ils nous regardent avec les larmes dans les yeux en disant vous avez changé ma vie. Merci pour cette opportunité. Vous avez changé la vie de ma famille parce que c'est souvent des personnes, comme on avait dit, issues de tout métier, mais qui ont peut-être vécu en burn-out, qui étaient dans la salariat où ils étaient vraiment prisonniers de leur travail, ou par exemple des métiers compliqués aussi, comme boulanger, tu te lèves à 2h du matin, c'est des métiers qui sont compliqués. Et aujourd'hui, ils travaillent de chez eux, sur leur canapé, ils peuvent aller chercher leurs enfants à l'école parce qu'il n'y a plus de patron qui va dire pose ton après-midi. Et en fait, cette liberté, elle est incroyable. Et justement, les transformations de vie qu'on voit et transformations aussi de personnalité. On a vu beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, qui savaient à peine s'exprimer, dont le métier, c'était pas du tout loin de communication, de la vente. Mais le fait de devenir patron, et devenir patron de conciergerie, ça leur a donné confiance en eux, ça les a boostés et on les reconnaît plus. Il y a des membres, en 1 an, ils ont fait un tel changement, ils sont devenus vraiment la meilleure version d'eux-mêmes en termes de personnalité même. Ouais, j'ai même ajouté un petit truc là-dessus. En fait, je pense qu'on a un truc parce qu'on a beaucoup parlé de clé en main, mais on a un truc qui est assez dingue, c'est la manière dont on a repensé aussi le coaching. Parce qu'en fait, si tu veux, comme on a pensé tout dans ce business, là vraiment en mode qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir au mieux, en fait, on a pensé le coaching pareil. Donc, en fait, tous nos coachings sont one-one. Coach issu impérativement, ils ont un coach attitré, donc qui est le coach principal qui voit tous les 15 jours issu de l'immobilier, j'imagine. Alors, même issu du programme, qui a absolument explosé les résultats. C'est-à-dire que nous, en 6 mois d'accompagnement, on veut 5 biens minimum chassés pour nos membres. C'est-à-dire que la personne en a chassé au moins 15 pendant cette période, donc il y a eu vraiment des gros résultats. A accepté de coacher chez nous, c'est-à-dire n'est pas intéressé que par l'argent, parce que forcément, quand tu as eu des gros résultats, c'est quand même plus compliqué de coacher, c'est un petit peu différent, donc il y a très envie de le faire. Et ensuite, on a énormément de coachs soutien, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, le coach principal va décider de renvoyer, par exemple, au renforcement sur la chasse de biens, au renforcement sur, de l'administratif, sur tous les aspects possibles. Et nos membres aussi peuvent choisir eux-mêmes des coachings en plus. Et en fait, en gros, on ne compte pas les volumes de coaching. On a des gens, ils sont 1 heure par semaine en coaching. On a des gens, aujourd'hui, ils sont 6 heures, 7 heures, 8 heures en one-one par semaine en coaching parce que c'est ce qu'il leur faut pour réussir. Parce que notre motivation tous les jours pour qu'on se lève, c'est comment on fait pour que 100% de nos membres, en réalité, réussissent, quoi. Comment on fait ça, et c'est en accompagnant très fort. Et en fait, c'est assez particulier parce que tu achètes une boîte, mais tu es aussi accompagné pour le faire et la développer. Et je pense que ça, c'est un truc qui a fait aussi que ça cartonne beaucoup ce qu'on fait. C'est que ça rassure beaucoup les gens. Et finalement, comme tu as un coach en face qui est intéressé lui aussi à ce que tu réussisses, en fait, c'est tout autant son problème que le tien. Tu vois, enfin voilà. Ouais. Merci Olga, merci Loïc. Donc si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous appréciez les différents conseils et comme on l'a évoqué juste avant, il y a aussi un changement identitaire, notamment en devenant patron d'un service de conciergerie. Donc pour terminer sur une dernière question, comment se déroule la mise en place du service de conciergerie? Quelles sont les différentes étapes? Parce que si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous souhaitez certainement rejoindre service de conciergerie Cardin clé en main. Donc, je vous laisse tout nous partager et on mettra un lien juste en dessous de la vidéo. Je te laisse partager, ouais, vas-y. En fait, quelqu'un qui nous rejoint, alors, étape numéro 1, très simple. Étape numéro 1, on va avoir un call avec moi où on va vraiment regarder quel est éventuellement le patrimoine de la personne si elle en a, est-ce qu'elle a des boîtes à côté, est-ce qu'elle est juste salariée, quel est son poste, etc. Et on va faire un plan d'action, je dirais, au niveau société, pour que justement, au niveau des revenus, ce soit le plus adapté pour justement impôts, etc. Donc on va faire ça. On va créer éventuellement, s'ils le souhaitent, la boîte, ça reste une option parce qu'on a des gens qui nous rejoignent, qui ont déjà une boîte, donc voilà, c'est s'ils le souhaitent. Donc on a un service qui va créer leur boîte. En général, 3 semaines après, ils ont leur boîte. Pendant ce temps-là, ils
commencent à accéder à un programme vidéo dans lequel ils vont apprendre la prise en main d'une conciergerie. On ne leur parle pas de développement. Quand leur boîte arrive, certification, donc c'est un entretien de 2 heures dans lequel ils sont avec un coach. On va vraiment leur poser plein de questions sur plein de choses, etc. On va faire nous en fait un bilan en fait de qui est cette personne pour adapter le coaching par la suite et aussi pour valider cette certification, vérifier que là ils ont les bons acquis. En fait, si tu veux, nous c'est vraiment de mettre au même niveau aussi bien parce qu'on a des gens qui arrivent à nous, ils ont des fois déjà 10 biens au Airbnb. Et d'autres, ils n'ont pas touché un ordinateur depuis 5 ans. Tu vois. Ouais. Un simple copier-coller, tu dis ah ouais, on a ce niveau-là. Qui achète un ordinateur justement pour nous rejoindre. Donc c'est très divers. Donc ils passent cette certification. Une fois que la certification elle est validée, ils passent à la suite. Donc c'est-à-dire qu'ils vont démarrer leur coaching développement. Pendant ce temps-là, on va chasser pour eux. En général, en 8 semaines après, ils sont à peu près livrés. Nous derrière, on va démarrer les coachings, on va commencer à développer, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai expliqué un petit peu le développement en amont. Et voilà, pour les grandes lignes, ça donne ça pour eux. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Olga ? Écoute, moi, je suis vraiment fière du parcours qu'on a fait en 2 ans et de toutes ces transformations de vie qu'on a pu accomplir. Et vraiment, je suis contente aussi de cette aventure humaine qu'on a créée avant tout parce que aujourd'hui, on est à 73 personnes dans les équipes. On a plus de 1000 prestataires de ménage recrutés. Donc, c'est aussi une vraie famille. C'est des personnes qui sont passionnées. Donc, donc toutes les personnes qui souhaitent justement à transformer leur vie, à créer des revenus supplémentaires avec un métier qui a du sens parce que justement on est dans ces valeurs-là d'apporter vraiment du bien, de faire du bien aux voyageurs et aux propriétaires. Donc tout le monde est bienvenu pour rejoindre l'aventure. Merci pour vos conseils et votre retour d'expérience et vos feedbacks. Donc, si vous avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like. Merci par avance. Je mettrai le lien de la prochaine masterclass. Comme ça, vous allez pouvoir avoir plus de détails et savoir si cette opportunité est faite pour vous. Donc, pour terminer, merci par avance de partager à quelqu'un de votre réseau vos contacts et on vous laisse nous dire si aujourd'hui, vous utilisez déjà des services de conciergerie. Partagez-nous un petit peu votre retour d'expérience et ça sera très intéressant d'avoir votre feedback. Merci une nouvelle fois. Vive les services de conciergerie clé en main. Merci à vous et au plaisir pour la suite. Un grand merci, Maxence.